Ça y est. Bien. Nous avons le plaisir d'avoir maintenant une personne qui vient de Suisse, une personne qui s'appelle Marie-Laure Grandjean. Et c'est vraiment un grand plaisir qui est donc actuellement hygiéniste en Suisse et qui va nous montrer ce qu'on n'a pas encore, ce que y a des réticences, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, elle va nous parler de son métier en Suisse. Très intéressant. Marie-Laure, merci beaucoup d'être venue. Merci. En tout cas, bonjour tout le monde. Je vous remercie déjà pour votre accueil et puis je remercie avant tout les organisateurs pour l'accueil qu'ils nous ont fait hier. Et puis voilà, je trouve l'ambiance très sympa. Ça fait vraiment comme une petite famille. Et puis je suis vraiment, en tout cas, ravie d'être ici. Donc je me présente. Mon nom est Marie-Laure Grandjean. Je suis hygiéniste dentaire diplômée. Et j'ai la chance de pouvoir pratiquer mon métier dans un cabinet dentaire privé à Genève, ainsi qu'au Centre universitaire de médecine dentaire à Genève aussi. Parallèlement à cela, je suis responsable de la formation continue pour les hygiénistes suisses de la partie francophone et je suis aussi membre actif de l'Association suisse des hygiénistes dentaires. Pour vous faire voyager un petit peu, alors voilà, je vous montre le bâtiment dans lequel je travaille. C'est le Centre universitaire de médecine dentaire, qui est un bâtiment tout neuf. Sa construction a été finie en 2016. Et puis voilà, c'est le seul centre francophone de Suisse. Donc les personnes qui souhaitent étudier la médecine dentaire, eh bien, ils viennent à Genève. Hygiéniste dentaire en Suisse. C'est mon métier et je suis ravie de pouvoir vous le présenter. Moins 80%, c'est un chiffre issu de l'Observatoire suisse de la santé orale qui mentionne qu'entre 1970 et 2006, il y a une diminution de la carie de moins 80% chez les recrues âgées de 20 ans. De plus, chez les enfants, depuis 1960, la carie est combattue avec succès. Vous vous demandez certainement pourquoi. 3 explications possibles. Est-ce que finalement c'est l'eau pure des montagnes suisses qui est tellement riche en minéraux qu'elle lutte contre la carie dentaire? Est-ce que finalement les Suisses ont une alimentation tellement irréprochable qu'elle lutte contre la carie dentaire? Ou est-ce que finalement la fluoration de base et les moyens de prévention sont efficaces? Qu'en pensez-vous? La réponse 1, pas grand succès, hein? La réponse 2, non plus. La réponse 3, vous l'aurez compris, c'est la prévention. Et pour que ça marche, il faut que les acteurs aient un langage commun. Que le médecin dentiste communique avec l'hygiéniste, que l'hygiéniste communique avec le médecin dentiste, que le patient communique avec le médecin dentiste, avec l'hygiéniste, tous ensemble, ils forment une équipe. Je ne suis pas là pour vous expliquer le travail du médecin dentiste, vous le connaissez certainement mieux que moi. Je ne suis pas non plus là pour vous expliquer ce que c'est qu'un patient. En revanche, je suis là pour vous expliquer pourquoi l'hygiéniste est incontournable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, la population paye 90% de leur facture du dentiste. L'assurance de base, l'assurance maladie, chez nous l'assurance de base, qui est chez vous la sécurité sociale, ne rembourse pas les frais dentaires. Et tout ça pour 2 raisons. Premièrement, pour éviter de surcharger les coûts de la santé. Et deuxièmement, parce que la majorité des problèmes bucco-dentaires peuvent être évités grâce à une bonne hygiène et à une bonne prévention. Donc vous l'aurez compris qu'agir sur la prévention, c'est gagnant. L'hygiéniste est aussi très importante, comme l'avait évoqué tout à l'heure Dominique, parce qu'on a pu voir qu'il y avait des interactions entre la mauvaise hygiène bucco-dentaire et les problèmes de santé générale. On sait que le diabète provoque comme facteur de risque la parodontite.
On sait aussi que la parodontite chez une femme enceinte peut provoquer des accouchements prématurés. Et on sait aussi qu'éliminer la plaque, notamment chez les personnes âgées par rapport à une étude japonaise qui a été faite en 2008, où des personnes avaient juste éliminé la plaque chez des personnes âgées et ça avait diminué le risque de pneumonie par aspiration. Donc il va sans dire qu'un suivi régulier, un dépistage précoce des problèmes dentaires et parodontaux sont les meilleurs outils de prévention pour limiter les risques. Voilà pourquoi l'hygiéniste est incontournable. Mais l'hygiéniste, elle fait plein d'autres choses aussi. Alors bien sûr, évidemment, elle traite des patients. Elle traite des patients qui sont envoyés soit par le médecin dentiste, son patron, soit par d'autres professionnels de la santé. Donc elle dépiste toutes les pathologies qui se trouvent sur les dents. Elle dépiste aussi toutes les altérations sur les muqueuses extra-orales et intra-orales. Et elle dépiste toutes les maladies parodontales. Pour cela, elle procède à l'examen clinique et si besoin, elle peut effectuer des radiographies pour un complément au diagnostic. Elle informe son patient sur la problématique, elle lui explique sa problématique, elle lui propose des stratégies thérapeutiques et s'il y a besoin, elle réfère son patient pour des examens complémentaires ou pour des traitements qui ne relèvent pas de sa compétence. Elle prodigue des soins. L'hygiéniste est la spécialiste de la prévention, mais aussi de la TPNC, on appelle ça la thérapeutique parodontale non chirurgicale. L'hygiéniste est habilité à traiter les poches parodontales. Elle applique des moyens de prévention axés sur le patient, donc elle va, avec le patient et suivant sa problématique, planifier un programme d'hygiène. Ensuite, chez les enfants, en général c'est chez les enfants, elle peut aussi effectuer les saignements de fissures, des traitements complètement esthétiques qui sont le blanchiment. Elle élimine les excès d'obturation, notamment les excès interdentaires. Elle polie les obturations. Elle peut effectuer des anesthésies locales, mais ça, ce n'est pas dans la formation de base, c'est des cours en formation continue. Elle effectue des radiographies et surtout, elle assure le suivi de ses patients. L'hygiéniste, finalement, où vous nous trouvez un petit peu partout. Alors, différents modèles de travail s'ouvrent à l'hygiéniste. Elle peut être soit employée dans un cabinet dentaire, chez un médecin dentiste privé, soit employée dans un cabinet qu'on appelle des cliniques, donc dans des cabinets de groupe, ou elle peut être aussi indépendante. Ça veut dire qu'elle peut louer l'unité dans laquelle elle travaille chez un médecin dentiste privé, elle peut louer son unité dans des cliniques, et elle peut aussi développer ses propres activités. L'hygiéniste peut ouvrir son cabinet, engager une assistante dentaire, engager un médecin dentiste. Elle peut développer ses propres activités. Vous trouvez aussi l'hygiéniste dans les établissements médico-sociaux, on appelle chez nous EMS et qu'on appelle chez vous les EHPAD. Donc, dans les établissements médico-sociaux, l'hygiéniste, surtout, elle a un rôle, elle va informer et coacher le personnel soignant à tous les soins de bouche pour les résidents. C'est vraiment ça son rôle, notamment dans l'Association suisse des hygiénistes. Il y a un groupe qui s'appelle Hygiénistes dentaires dans les établissements médico-sociaux. C'est vraiment ça. Elle donne des cours au personnel soignant pour que le personnel soignant puisse assurer correctement les soins de bouche et l'hygiéniste en assume la supervision. Ce qui est possible aussi, c'est que parfois, dans certains EMS, il y a une unité qui est mise à disposition où l'hygiéniste, elle peut traiter les patients et assurer le suivi dentaire des résidents parce que maintenant, on vit de plus en plus avec nos dents. Vous trouvez aussi l'hygiéniste dans les hôpitaux universitaires.
Moi, mes collègues qui travaillent aux hôpitaux universitaires ou HUG, elles travaillent en étroite collaboration avec le service ORL. Et puis, elles ont vraiment un suivi régulier pour tous les patients qui subissent les radiothérapies tête-cou. Donc, elles ont vraiment un suivi très étroit de ces patients. Vous trouvez aussi l'hygiéniste dans les établissements scolaires. Ce qu'il y a, c'est que dans les établissements scolaires, alors en tout cas lorsque j'étais enfant, il y avait une fois par année, une après-midi, une hygiéniste qui passait dans les classes, nous faire des petits cours de prévention, nous expliquer la carie, les bactéries, on faisait un révélateur de plaques et elle nous enseignait les bons gestes pour pouvoir avoir un brossage efficace et ménageant. Et vous trouvez aussi l'hygiéniste dans les centres de formation, aussi comme moi au centre universitaire de médecine dentaire. J'aime tellement mon travail, j'aime tellement ma profession que je suis obligée de vous raconter la genèse de cette profession. Alors, il était une fois, aux États-Unis, qu'apparaissent les premières infirmières dentaires dans les années 1800. On peut résumer leur cahier des charges comme suit. Justement, elles avaient bien sûr le rôle d'assister le médecin et d'accorder toutes les 1001 attentions aux patients. Mais c'est surtout dans les années 1900 que ce cher monsieur, le Dr. Phones, décida de former la première hygiéniste dentaire, Madame Irene Newman, qui n'était autre que son assistante dentaire, à tous les travaux prophylactiques et instructions d'hygiène aux patients. Ce cher Dr. Phones, ravi du travail de son hygiéniste et bien sûr ravi du travail du résultat sur ses patients, il décida, toujours aux États-Unis, d'ouvrir la première école d'hygiénistes dentaires. À partir de 1960, la profession se développa en Europe, en commençant par les pays du Nord, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas. Mais c'est à partir de 1972, vous voyez, je me suis entraînée, 72, que la première école d'hygiénistes s'ouvrit en Suisse, à Zurich, suivie de Genève en 1976 et pour finir à Berne en 1984. Encore une fois, alors si vous souhaitez suivre des cours en français, c'est encore uniquement à Genève que ça se passe. Voilà, alors tous ceux qui veulent suivre des cours en français, c'est Genève. Les autres délivrent uniquement des cours en allemand. Maintenant, je vais vous détailler en quoi consiste ma formation. Alors, la formation d'hygiéniste est régie dans un plan d'études cadre. C'est le même pour les 3 écoles. C'est la Bible de la formation d'hygiéniste. Elle régit le profil de formation, les compétences, les heures de formation, bref, tout ce qu'il faut. Cette formation est jalonnée sur 3 ans à 100% et comprend 5400 heures. Dans ces 5400 heures, on a une importante partie théorique, mais on a aussi des parties cliniques. En première année, on a des précliniques où on s'entraîne les unes sur les autres. En deuxième année, on a des cliniques où l'on accueille des patients dans la clinique de l'école. Et en dernière année, on a des stages en situation réelle dans des cabinets supervisés par un médecin dentiste. Lorsque nous avons réussi nos examens, nous recevons le titre d'hygiéniste dentaire qui est un titre reconnu par l'autorité fédérale. Pour vous situer, c'est le niveau 6 de la classification internationale de l'éducation. Et lorsque j'ai rempli tous ces critères, pour que je puisse enfin travailler dans un cabinet privé, je dois faire une demande à mes autorités cantonales d'un droit de pratique. Pour que je puisse pratiquer mon métier, en effet, j'ai besoin d'une solide formation théorique, surtout notamment pour le recueil d'anamnèse, parce que bien sûr, je traite des patients qui sont en bonne santé, mais je suis aussi amenée à traiter des patients souffrant de pathologies chroniques, de pathologies aiguës, de personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des enfants, bref, des personnes venant de tout âge et de tout milieu différent.
Je dois aussi avoir une réflexion pluridisciplinaire, déjà pour pouvoir référer mon patient vers d'autres partenaires de santé, pour des examens complémentaires ou pour d'autres traitements, l'ORL, le médecin dentiste, mais surtout la réflexion pluridisciplinaire pour que je puisse mettre en évidence la problématique de mon patient. Un patient, sa problématique, ce sera peut-être une activité carieuse élevée. Un autre patient, sa problématique spécifique, ce sera peut-être des poches et un problème parodontal. Il faut que je puisse mettre en évidence cette problématique. Parce que oui, l'hygiéniste, elle élimine les dépôts supragingivales et sous-gingivales. Donc oui, en effet, mais surtout, elle traite son patient de manière spécifique. Dans un cabinet, on travaille tous en équipe, donc l'hygiéniste peut être amené à déléguer des tâches, soit aux assistantes dentaires, soit aux assistantes en prophylaxie. Bien sûr, elle est amenée aussi, et elle a appris dans sa formation, à collaborer à des campagnes de prophylaxie. Donc ça, c'est aussi dans notre cursus de formation, d'aller faire de la prévention dans les classes, dans les EMS. Ou aussi, comme moi aujourd'hui, à présenter le métier d'hygiéniste dentaire à vous du domaine dentaire. Une phase essentielle de son travail, c'est vraiment l'instruction et l'information au patient. L'information au patient pour lui expliquer clairement sa problématique et l'instruction pour pouvoir lui donner les clés afin que mon patient puisse acquérir une santé bucco-dentaire adéquate. Pour cela, justement, l'objectif visé sera atteint lorsque le patient devient acteur de sa santé. Ça veut dire lorsque le patient a compris sa problématique, a compris les enjeux et qu'il applique lui-même les traitements. Pour cela, et ça c'est la grande question, comment on va amener que le patient puisse collaborer à long terme? Donc on peut utiliser des techniques relatives à l'entretien motivationnel, à la reformulation. Je vais vous donner des exemples, quelque chose que j'aime bien utiliser en cabinet. C'est simple, c'est pragmatique, c'est le SVP. Donc finalement, lorsque le patient a une problématique, parce que c'est ça, il doit comprendre les enjeux, on doit pouvoir avoir un échange avec son patient et ne pas imposer, une technique et ne pas imposer quoi faire à la personne. Parce qu'on sait que, par exemple, si vous imposez à votre patient de chaque fois, tous les jours, lui passer le fil, on sait que s'il n'a pas compris les enjeux, pourquoi il doit passer le fil et puis nettoyer entre les dents de manière correcte, il va faire ça, il ne va pas être motivé, il ne va pas comprendre pourquoi il devra le faire et finalement, il va faire ça quelques temps et puis la motivation, elle va vraiment descendre. Donc, j'aime bien demander à mon patient, finalement, qu'est-ce que vous savez de votre santé bucco-dentaire? Par rapport à ça, il y a un échange qui se construit et je vais partir des ressources du patient, savoir ce que le patient sait et pouvoir construire avec lui. Après, j'aime bien lui poser la question aussi, qu'est-ce qu'il veut pour sa santé bucco-dentaire? Qu'est-ce que le patient a envie de s'investir? Est-ce qu'il a envie de s'investir? Est-ce qu'il a vraiment envie, ou même pas trop? Et qu'est-ce qu'il peut faire pour sa santé bucco-dentaire? Je vais vous montrer un petit cas clinique, ce sera un petit peu plus clair. C'est vraiment un cas, c'est assez révélateur de ce qu'on fait fréquemment au cabinet. Donc là, c'est un homme de 28 ans. Sa dernière consultation était d'environ 10 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, lorsque vous êtes à l'école primaire, vous êtes suivi parce qu'il y a une hygiéniste qui vient dans les classes une fois par année. Lorsque vous êtes en école secondaire, donc adolescent, vous recevez un bon par l'État qui vous offre un dépistage chez le médecin dentiste avec 2 radiographies. Et quand vous sortez du système scolaire, parce que l'école à Genève est obligatoire jusqu'à 18 ans, quand vous sortez du système scolaire, parfois le médecin dentiste il se fait aussi un petit peu oublier. Donc la dernière consultation relève d'il y a un petit moment. Au niveau de la santé générale, il n'y avait rien à signaler. Un accident sur les centrales, pas de plainte particulière du patient, et il est venu de sa propre initiative. Donc la première séance, je fais exactement ça. Je dépiste les muqueuses intraorales, les muqueuses extraorales.
je fais mon examen clinique, donc au niveau des dépôts supragingival, sous-gingival, de la gencive, du saignement, de l'œdème, des poches, et je fais mon examen dentaire. Je complète ça par 2 radiographies pour pouvoir voir la corticale osseuse et pouvoir voir s'il y a des caries interdentaires pour pouvoir ensuite diriger mon patient. Après, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je lui fais les explications sur sa situation buccale, toujours en partant de ce que le patient sait. Qu'est-ce que le patient sait de sa situation buccale maintenant? Par rapport à ça, justement, l'échange se construit. Je lui explique, je parle de ses ressources, je lui explique sa situation actuelle, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer. L'instruction de brossage, encore une fois, je pars de ce que le patient sait, donc je lui demande montrez-moi comment vous vous brossez les dents, et par rapport à ça, je réadapte la méthode de brossage. Et voilà, les questions ouvertes, qu'est-ce qu'il a envie d'investir pour améliorer sa situation bucco-dentaire et qu'est-ce qu'il peut faire suivant ses possibilités et son organisation. En général, j'introduis un moyen interdentaire en 2e séance parce qu'en première séance, il y a souvent beaucoup d'informations. Je planifie une séance chez le médecin dentiste et je commence à faire le débridement, qui est le détartrage, avec les instruments ultrasoniques et les instruments manuels. Je refais une 2e séance pour réévaluer l'hygiène. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était difficile pour vous, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Je recontrôle à nouveau ma gencive, à nouveau les poches, je finis mon débridement, donc le détartrage, et j'organise le suivi du patient avec l'hygiéniste et avec le médecin dentiste. Je vous propose de regarder un petit témoignage. C'est une collègue à moi qui a été interviewée dans le cadre d'un reportage sur les professions de la santé. Alors, bonjour, je m'appelle Sarah Nissen, je suis hygiéniste dentaire à Nyon et à Morges. J'ai mon propre cabinet. Je pratique 3 jours par semaine à Nyon et 1 jour par semaine à Morges. J'enseigne aussi dans les crèches à la demande pour faire de la promotion bucco-dentaire chez les tout-petits. Dynamisme, empathie, motivation. J'ai fait un apprentissage d'assistante dentaire pendant 3 ans. Diplômée, j'ai travaillé pendant 12 ans en tant qu'assistante dentaire dans différents domaines comme la chirurgie, l'orthodontie et les soins esthétiques. Et arrivé à un certain âge, en fait, j'avais envie d'un nouveau challenge, donc j'ai postulé à l'école d'hygiéniste et j'ai été prise pendant 3 ans d'études. Alors, partager du temps avec mes patients qui deviennent de plus en plus familiers, de les motiver et de partager aussi autre chose que parler des dents. Bon. Le métier d'hygiéniste, c'est très divers en fait. Le fait que quand vous finissez votre cursus, vous êtes hygiéniste dentaire diplômé, vous pouvez travailler dans les instituts pour personnes handicapées, vous pouvez travailler dans les EMS, vous pouvez travailler dans les écoles, vous pouvez vous installer indépendante, ou bien vous pouvez partir 6 mois ou plus sur un bateau pour faire du bénévolat. Vous pouvez partir en Birmanie dans un orphelinat. Ça, je trouve que pour le métier, c'est très ouvert. Il y a plein de choses à découvrir. Je dirais le contact en tant qu'indépendante, la flexibilité que j'ai, la gratitude de mes patients. Je conseille vraiment vivement de mon métier parce que je trouve que c'est une jolie découverte et un joli partage. Voilà, donc c'est ça, vraiment le take-home message. L'hygiéniste est quelqu'un qui accompagne, qui guide son patient, qui lui donne toutes les clés pour que lui-même puisse adhérer à sa problématique et applique les traitements et comprenne les enjeux de sa situation.
Et bien sûr, l'hygiéniste, elle collabore. Elle collabore avec les autres partenaires de santé, elle collabore avec le médecin dentiste, elle collabore avec les autres professionnels. Clairement, collaborer, c'est vraiment le trio gagnant. Il faut pouvoir communiquer, échanger pour pouvoir travailler de manière correcte en mettant vraiment le patient au centre des priorités. Et cette collaboration est enseignée dans le cursus de formation. C'est un projet collaboratif qui porte le nom de Teamwork. C'est un projet collaboratif, donc un cursus d'enseignement au Centre universitaire de médecine dentaire et à l'école d'hygiéniste dentaire qui a pour objectif de pouvoir prendre en charge un patient avec les deux étudiants. Donc l'étudiant en médecine dentaire et l'étudiante hygiéniste dentaire qui prennent en charge un patient et mènent à bien le traitement. Donc je vais vous expliquer comment cette collaboration Teamwork se déroule. Donc il y a un patient qui est sélectionné suivant des problématiques. Bien sûr, il doit avoir des problématiques d'activité carieuse et des problématiques soit une gingivite, soit une parodontite légère. C'est un patient qui est sélectionné soit à la clinique universitaire de médecine dentaire, soit à la clinique d'école d'hygiéniste. Une fois que le patient est sélectionné et qu'il a tous les critères qui correspondent, une séance commune est faite avec les deux étudiants, l'étudiant en médecine dentaire et l'étudiante hygiéniste, qui font l'anamnèse et ensuite chacun de son côté fait son dépistage, son plan de traitement. Le patient est ensuite traité dans les cliniques respectives, donc à l'école d'hygiéniste dentaire et à l'université de médecine dentaire. Donc l'étudiant en médecine dentaire, il va faire son diagnostic, son plan de traitement, planifier les séances, collaborer avec l'hygiéniste, réaliser le traitement et bien sûr tout ça en collaboration avec l'hygiéniste. L'hygiéniste de son côté, elle va recueillir les données, les muqueuses, gingivales, parodontales, collaborer avec l'étudiant, établir le programme de prévention pour son patient et planifier les séances d'hygiéniste. Alors je vous présente le cas d'une patiente Teamwork. C'est une patiente qui avait été traitée, je ne sais plus quand, en tout cas, dernier traitement chez le médecin dentiste privé en 2016 et chez l'hygiéniste privé en 2016 aussi. Elle a été sélectionnée pour faire partie du projet à la clinique universitaire de médecine dentaire. Elle a une dame qui a 40 ans. Toutefois, au niveau de l'anamnèse, elle a un problème de diabète et comme je l'ai évoqué précédemment, on sait que le diabète est un facteur de risque de maladie parodontale. Marie-Laure, oui. Vous avez 4-5 minutes encore de parole. Oui, c'est bon. Formidable, merci. Merci. Donc voilà, alors l'étudiante hygiéniste dentaire, elle va faire son contrôle stomatologique, l'examen des dépôts qu'elle va documenter, son examen parodontal, donc l'inflammation, les poches, qu'elle va documenter aussi. La mesure de poche, elle fait des radiographies pour observer la corticale osseuse. Elle documente les retraits gingivaux pour pouvoir assurer le suivi et ainsi adapter la méthode de brossage. Et elle fait le bilan parodontal, donc parodontite chronique avec facteur de risque au niveau du diabète. Elle établit son programme d'hygiène bucco-dentaire et là, je voulais vous rendre attentif sur le fait qu'en Suisse, on a du sel fluoré qui est fluoré artificiellement pour la prévention de la carie. Il est iodé et fluoré, c'était pour autrefois la prévention du goitre et la prévention de la carie dentaire. Donc en Suisse, dans les centres commerciaux, on peut acheter soit du sel marin traditionnel, soit du sel fluoré et iodé à dose prophylactique. Donc l'hygiéniste établit son programme d'hygiène bucco-dentaire avec les données initiales de la patiente et elle va lui donner des nouveaux conseils par rapport à sa problématique. Les situations initiales qui ont été documentées. Elle fait son plan de traitement et elle spécifie le nombre de séances. Elle définit des objectifs avec la patiente, vraiment par rapport au SVP. Qu'est-ce que la patiente veut pour sa situation bucco-dentaire? Qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle veut faire?
Le médecin dentiste, à son tour, l'étudiant, il fait son plan de traitement dentaire, le traitement qui est documenté, des extractions notamment de la 48 qui étaient planifiées, une OPT qui avait été faite. Et ça, juste pour la petite histoire, et ben, finalement, ça a commencé avec l'étudiant et ça a fini avec le prof parce qu'on peut voir qu'il y a un petit bout d'apex qui est resté, qui était récalcitrant. Les photos finales. Comme vous pouvez voir, il y a certains amalgames qui sont encore ici parce qu'ils ne nécessitaient pas de traitement, mais ça sera des choses à mettre sur le bilan final. Donc voilà, pour finir, l'étudiant en médecine dentaire et l'hygiéniste dentaire établissent le bilan final ensemble et les points prioritaires à voir au prochain rappel et les priorités de traitement. C'est ça, la collaboration entre les deux écoles nous aide à ça, à avoir des discussions constructives, des échanges, parce qu'on sait que lorsque l'on connaît bien le travail de l'autre, on arrive beaucoup mieux à travailler ensemble. Donc voilà. Merci pour votre attention. Marie-Laure, vraiment parfait, bravo, enfin pas parfait, bon, on va entendre. Mais on a 7-8 minutes pour les questions. Formidable. À vous, la salle. Et n'hésitez pas, hein, parce que c'est pas mal d'avoir ça. Allez. Oui. Oui. Oh, il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Voilà. Attendez. Parlez au micro, s'il vous plaît. C'est très enrichissant pour nous, en tous les cas, de vous entendre. Merci. Ici en France. Vous avez parlé à un moment donné d'assistantes en prophylaxie, Oui. en parallèle avec l'hygiéniste. Elles ont le même statut? C'est des étudiantes, j'ai pas bien saisi. Non, alors l'assistante en prophylaxie, c'est en fait c'est pas un diplôme, c'est un certificat qui permet de traiter le patient et de lui prodiguer des soins prophylactiques, donc toutes les instructions de brossage. D'autant plus, elles apprennent à éliminer le tartre supragingival. Donc, les cas simples, elles n'ont pas l'autorisation d'aller sous-gingival, mais c'est un certificat, ce n'est pas un diplôme d'État fédéral. Elles sont sous la subordination des hygiénistes. Et des médecins dentistes. Et des médecins, merci. Bonjour, je trouve votre présentation vraiment formidable. Oui, merci. Il y a un chiffre qui m'a frappé. 90%, les 90%, ces fameux 90%, c'est peut-être donc ça pousse naturellement les patients à venir voir un hygiéniste en Suisse. Et effectivement, en Suisse, on voit des cabinets un peu partout. Voilà. Et c'est peut-être parce que nous, il faut le dire, hein, moi je vais peut-être provoquer un petit peu, mais on est un peu trop assisté en France. Je crois qu'il y a 87% des gens qui vont voir un cabinet dentaire lorsqu'ils ont mal. Et ils ne font pas de prévention, de prophylaxie, etc. Donc ça, il serait temps qu'on s'en occupe en France Quelle est votre question ? de cette profession. Quelle est votre question ? J'ai pas vraiment une question, c'est plus une réflexion. Merci. C'est plus Merci une pour votre réflexion, mais continuer. Je crois qu'il y a un modèle en Suisse à suivre, quoi. En France, à suivre par rapport à la Suisse. Merci. Merci pour cette très belle présentation. Je voulais juste deux questions. La première, quel est le tarif des 2 séances que vous avez pris pour le patient de 28 ans? Et la deuxième question, l'école d'hygiéniste est-elle une école privée? Est-elle payante? Quel est le prix? Et les écoles dentaires, pour les praticiens, sont-elles des facs privées? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. En tout cas, merci pour votre question. L'école d'hygiéniste, non, c'est une école cantonale, c'est une école d'État, si on peut dire. Donc, on paye des cotisations de l'écolage, mais on paye pas. C'est pas comme une école privée où on doit payer par mois. On paye juste l'écolage par année. Quel montant ?
En Suisse, je pense que j'ai dû payer 500 francs suisses. Par an? Par an. Par an, ouais. Environ 500 euros. 500 euros, ouais. Un peu moins, ouais. Et la deuxième question, c'était combien j'ai demandé à mon patient pour les séances? Les honoraires. Les honoraires. Alors, c'est difficile. Comment on peut dire ça? Pour la première séance. Alors moi, je prends de toute façon les patients à 1 heure. Ça, c'est dans mon agenda. Les patients, ils sont agendés toutes les heures. Donc, avec les radiographies par séance, vous êtes à 140 francs suisses. Par séance? Oui, la première séance. D'accord. Ouais. Et la séance prophylactique, proprement dite, C'est un tout. qui peut aller jusqu'à quel montant? C'est compté par temps en fait. Donc plus vous passez de temps sur mon fauteuil, plus vous allez plus vous allez payer cher. Ils font ça. Vous savez qu'ici, je connais quelques dentistes très très formés qui prennent à peu près ce prix-là pour faire de la prophylaxie et ils ne font que de la prophylaxie. C'est étonnant. C'est intéressant. C'est fabuleux dans ce que vous racontez, nous enseigne plein de choses. D'autres questions? Oui. Pardon, je voulais juste annoncer qu'il y a 2 ateliers qui commencent, NSK, GACD NSK. et GACD. Hein, voilà. Alors, je voulais vous remercier, je vais pas vous crier trop fort, pour votre prestation qui est vraiment superbe. Merci. Je pense que beaucoup de filles actuellement souhaiteraient peut-être évoluer et ne pas rester à faire que assistante dentaire. Donc, j'aurais aimé savoir quel niveau ou qu'est-ce qu'il fallait faire éventuellement pour aller passer votre diplôme et devenir hygiéniste. Et seconde chose, j'aurais aimé savoir aussi quel était votre salaire à peu près, si c'était intéressant ou pas. Hein, il faut que ce soit intéressant. Hein. Genre, Mais est-ce qu'on peut l'appliquer en France? Je ne crois pas. C'est pas permis. Bon. Oui. alors pour pouvoir accéder à l'école d'hygiéniste, alors soit vous faut une formation supérieure. J'essaie en même temps d'essayer de transposer le système français, mais je pense que je n'y arrive pas. En tout cas, voilà, il vous faut des bagages pour avoir un niveau d'éducation supérieure, donc soit un bac, une maturité chez nous, soit un apprentissage d'assistante dentaire, en tout cas, soit une école de santé où vous avez pu avoir des cours de santé, et de chimie et de biologie adaptés. Toutefois, une fois que votre candidature a été acceptée, en fait, vous devez passer un concours parce qu'il limite les places à 20 étudiantes ou étudiants. Ouais, il limite les places à 20 étudiantes dans toutes les écoles. Donc, bien qu'il y en ait 100 qui s'inscrivent, ils font passer 2 concours, un premier concours pour diminuer le nombre et ensuite un deuxième concours pour le nombre des 20 étudiantes au final. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah. Alors, le salaire, notre salaire, il est régi par une grille tarifaire qui est régie par la Société suisse des médecins dentistes. Donc, ça va par expérience. Donc, ça commence à première année d'expérience et ça finit à 10. Une fois que vous êtes à 10 années d'expérience, vous êtes au plafond du barème. Après, c'est au bon vouloir à votre patron de vous augmenter ou pas. Je pense qu'à la première année, vous commencez à 4 500 francs. Et à la dernière année, donc après 10 ans d'expérience, vous êtes à 6 500. Par mois. Docteur Edmébert, s'il vous plaît. Merci infiniment. Non seulement des félicitations, mais si vous saviez comme nous crevons de jalousie quand on vous entend parler et présenter ce superbe métier.
Pour nous éclairer quand même, vous avez parlé des tarifs, mais quels sont les modes de prise en charge des soins de la prophylaxie dentaire en Suisse? Vous savez qu'en France, nous avons un régime d'assurance maladie qui couvre une bonne partie des soins. J'entends, je précise bien les soins. Qu'en est-il en Suisse pour la prise en charge de la santé bucco-dentaire? Est-ce que ce sont des assurances publiques? Est-ce que ce sont des assurances privées? Non. C'est privé. C'est vous, c'est vous-même. Les traitements d'hygiénistes ne sont pas remboursés et même pas par les complémentaires. Donc c'est vraiment le patient qui paye ses soins, d'hygiéniste en tout cas. Et clairement, il va se dire, bien sûr, je préfère dépenser 150 francs par année et faire de la prévention et faire un contrôle chaque année de manière régulière, plutôt que de ne pas y aller pendant 10 ans et de me retrouver avec un devis de 2000 francs. Donc, depuis de nombreuses années, les Suisses ils sont vraiment sensibilisés à cette prévention depuis tout petit. Je veux dire, dans les crèches, vous avez entendu le témoignage de ma collègue, ils vont dans les crèches pour sensibiliser cette population à la prévention. Merci. La dernière question, s'il vous plaît. Juste une question, je voudrais savoir combien y a-t-il d'assistants. Plus fort, un micro. Vas-y, dis. Plus fort. D'assistants dentaires en Suisse et combien d'hygiénistes dentaires? J'ai pas compris. Waouh. Combien d'assistants ou assistantes dentaires en Suisse? Combien d'hygiénistes dentaires en Suisse? Alors, hygiénistes dentaires en Suisse, celles qui sont affiliées à l'association, on doit être dans les 3000, je pense, 3000. Et assistantes dentaires, alors vous me donnerez vos coordonnées, puis je vous écrirai parce que... Bon, de toute façon, après, il y a... Alors, la formation d'assistante dentaire en Suisse, c'est sur 3 années. C'est une formation duale, donc en pratique privée et en cours 1 jour par semaine pendant 3 ans. Et pour vous donner une équivalence, à Genève, il y a 4 écoles, 4 classes de 20 élèves qui sont en première année. Les hygiénistes, il y a 3 écoles de 20 filles, de 20 étudiantes. Bon, c'est la majorité étudiante. Donc, voilà le ratio. Je pense qu'il y a plus d'assistantes dentaires, clairement. Mais après, je vous transmets volontiers les informations détaillées par mail. Bien. Marie-Laure, merci infiniment. C'était très joli. Merci. Très joli. Merci beaucoup. Merci. Donc j'appelle maintenant Marie Delbert, assistante, et le docteur Antoine Dain. Merci, c'est trop gentil. Je suis décontenancée en fait. Et cette séance est une séance sur le collage pratique et comment l'assistante, comment est la relation assistante-praticien. Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de nous accueillir. Merci à tout le comité scientifique, aux organisateurs. Merci à vous de nous écouter. Je ne sais pas vous, mais moi la conférence d'avant, ça m'a fait bien saliver parce que je tenais quand même à dire que nous les dentistes, on est quand même relativement, en tout cas ma génération, favorable à ce qu'il y ait l'instauration des hygiénistes. C'est un combat qui est mené, je suis depuis très longtemps, mais malheureusement, je pense que c'est pas dans l'air du temps au niveau gouvernement. Donc bon, en espérant quand même un jour que ça vienne, parce que je pense qu'on a besoin d'être déchargé sur toute la prophylaxie et l'anticipation pour nos patients. Voilà, donc moi on vient de loin, on vient de Cannes, pour venir vous parler du collage. Parce qu'aujourd'hui, les étapes de collage, ça fait quand même partie d'un acte qui est fait de plus en plus. Vous faites tous un peu de composite, de collage au sein du cabinet avec vos praticiens? Non? Non, pas du tout. Non. C'est quelque chose qui est complètement à part. On fait toujours de l'amalgame. Peut-être qu'avec la nouvelle convention, mais bon. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui font aussi des blocs à usiner, qui usinent leurs prothèses avec le CEREC, ce genre de la CFAO.
Donc voilà, il y a tous ces petits modes-là, on va les fabriquer, on doit les assembler. Et en fait, le but était de voir un peu ensemble comment se comportent praticiens et assistantes pour faire une séance de collage, afin que ce soit reproductible et non stressant. Parce que cette séquence de collage, on doit la faire ensemble à 2 et à 80. Donc tout d'abord, vous savez, qu'est-ce que c'est que les composites qu'on utilise? En fait, c'est de la résine. C'est une résine, c'est des polymères qui réticulent ensemble de manière chimique ou par initiation, c'est-à-dire qu'on photopolymérise. Grossièrement, c'est un peu les faux ongles qu'on rajoute et qu'on fait durcir. Donc on est toujours sur une base de résine. Donc c'est un polymère, c'est des couches. On a plein de choses dedans. Moi, j'ai commencé par une partie théorique et après Marie va vous expliquer un peu plus de la partie pratique. Donc ces résines, c'est constitué par des phases organiques, inorganiques, c'est génial. Je suis en train de faire un cours de matériaux, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est pour comprendre, après tous les petits problèmes qui peuvent arriver pendant la séquence clinique, qu'on va définir un peu ça. Les composites, ils ont différentes teintes, viscosité. Vous avez remarqué, les composites plus fluides les uns que les autres. Ça dépend en fait du nombre de charges, des morceaux de verre, on va dire, qu'on met dedans. Quand est-ce qu'on doit les utiliser? Quels sont les moments, en fait, les moments clés? À quel moment vous allez dire, bah écoutez, on va utiliser un composite pour cette séance ou pas cette séance? Aujourd'hui, de plus en plus de... Bien sûr, voilà. De plus en plus de patients arrivent. On a des amalgames. Vous savez, tout ceci, ces anciennes amalgames, tout ça qui sont restaurés, on a des reprises de caries, ce genre de choses. Et souvent, on va devoir les déposer et restaurer la dent. Donc, on va restaurer la dent comment? Ces pertes de substance, on va les restaurer avec des restaurations directes, les composites qu'on mettra à la main, ou des restaurations indirectes collées. On aura fait une empreinte et on va assembler avec un onlay, une couronne, quelque chose. On va même assembler dans des résultats, dans des traitements esthétiques, on va essayer d'assembler des facettes. Dans des restaurations temporaires aussi. Donc on a vraiment une large indication des matériaux composites. Mais malheureusement, je pense que vous le savez toutes, c'est que le composite, on ne peut pas le mettre directement sur la dent. Bon, ce serait génial, on le met sur la dent, on le fait durcir, au revoir. On est obligé de mettre un liant, on est obligé de mettre un adhésif. Il y a différents adhésifs que vous devez utiliser, qu'on vous fait commander ou pas. Et en fait, on va voir un peu quels sont ces différents adhésifs, parce que ça a beaucoup changé ces dernières années, et c'était une grande révolution pour le monde de la dentisterie. Donc aujourd'hui, il y a deux grandes familles. Est-ce que vous avez remarqué que de temps en temps, on met de l'etching et pas de l'etching? Oui. Donc en fait, on a deux grandes familles, selon les étapes qu'on va utiliser. On a les systèmes, ce qu'on appelle MR, donc avec le mordançage de l'etching et le rinçage, ou les systèmes sans mordançage, en 1 temps ou 2 temps. Vos praticiens font la différence ou non, ils ne regardent pas. N'hésitez pas à leur dire, hein. Faites attention. Non, sérieusement, quand vous recevez, quand vous commandez des produits, il y a les modes d'emploi qui sont livrés avec. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le produit et on jette tout le packaging à la poubelle. En France, tous les fabricants ont fait des petits modes d'emploi plastifiés avec les étapes, vous savez, avec les petits dessins. Ça, c'est pour nous, on en a tous besoin. On a tendance à les jeter en France parce qu'on sait tout faire, mais les adhésifs, selon qu'on mette du mordançage ou pas, ne se comportent pas toujours de la même façon. Donc, nous avons les systèmes avec mordançage, les MR, ou les systèmes sans mordançage, donc on appelle les systèmes auto-mordançants. Ils vont faire l'etching eux-mêmes, avec un temps ou plusieurs temps. Ces systèmes, en fait, en fonction du temps d'exposition qu'on va mettre en mordançage, on va mettre sur la dent, on peut mettre 30 à 45 secondes sur l'émail. Donc là, l'etching va vraiment venir pénétrer, ça fait qu'on a une forte adhésion. Et par contre, c'est 15 secondes sur la dentine. La dentine, si vous lui mettez plus, vous allez ouvrir trop le collagène, etc. Bon, ça va moins bien fonctionner et surtout, vous allez avoir des sensibilités à quelques jours. Vous avez déjà eu ce coup de fil de Mme Michu là, qui rappelle, parce que vous lui avez fait un beau composite, elle vous rappelle au bout de 2 jours, elle dit « je comprends pas, c'est toujours sensible ». Puis là, le praticien, il dit « non, mais dites-lui de prendre du Sensodine, ça va passer ». On a tous fait ça, non? Puis Mme Michu, elle rappelle 1 semaine après, c'est toujours un peu sensible. Bon, puis on voit son nom apparaître sur le planning, ça doit être l'occlusion, on va vérifier. 2 semaines après, elle dit « oh non, mais là j'ai mal », elle reprend encore rendez-vous. Et là, en fait, on se rend compte qu'il faut déposer le composite et refaire. Là, ça peut être souvent à cause d'un problème d'adhésion qu'on a mal géré, que le praticien a mal géré. Donc, il faut toujours faire attention, l'etching, 15 secondes, 30 secondes, pas hésiter à le rappeler. Comment on applique, une fois l'etching rincé et séché, notre adhésif? Les petites micro-brushes? Oui, les pinceaux peut-être pour certaines ou certains, selon les praticiens. Alors je vais vous dire un truc, la marque Microbrush, on a fait une étude, c'est ce qui marche le mieux. C'est tout bête, mais vraiment les micro-brushes, c'est ce qui marche le mieux. Une fois que le praticien a bien, vous dites de bien frotter l'adhésif sur la dent, il faut que ça pénètre bien là-dedans,
On souffle et on évapore les solvants. Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas d'eau dans la seringue. Vous savez, quand vous prenez la seringue RO, on appuie, il y a toujours peut-être une petite goutte d'eau qui risque d'inhiber. Donc, toujours faire attention. Une fois que c'est séché, on photopolymérise pendant 20 secondes. Moi, je fais juste la partie théorique. Marielle va vous expliquer un peu plus la partie pratique. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous subjuguer avec tout ça. Alors, quand on a un système sans mordançage, donc là, en fait, on sait qu'on a une grande plage de dentine, qu'on est sur des molaires au fond très profondes, et là, pour éviter justement ces sensibilités, une fois qu'on a fraisé, on applique directement l'adhésif, on va le sécher, on infiltre la boue dentinaire, et on va le photopolymériser. Donc ça évite surtout qu'on ait des sensibilités post-opératoires, et cette fameuse Madame Michu, qui nous rappelle en nous disant « j'ai mal, c'est sensible, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, ça peut être une utilisation particulière. Donc l'utilisation, comme on a vu, on applique l'adhésif pendant 15 secondes. Comme je vous dis, pour le temps de séchage d'application, sur tous les modes d'emploi que vous avez quand vous recevez les flacons dans leur boîte, vous avez les temps d'application. Vous pouvez le soumettre à votre praticien. C'est les fabricants qui le disent, c'est pas moi. Donc n'hésitez pas à leur dire s'il y a des problèmes de décollement, de sensibilité. Il y a tout un process à faire. Parce que nous tous praticiens, dès qu'on reçoit un adhésif, non, c'est bon, je sais faire, vous pouvez tout mettre à la poubelle. Erreur. Premièrement, on doit garder la fiche MDS. Ça, vous savez que vous devez stocker pour tous les produits dans un classeur. On doit avoir toutes les fiches des produits qu'on utilise. Et le petit truc plastifié, lui mettre dans sa boîte à composite, ça peut toujours servir. On sèche bien notre adhésif une fois que c'est séché. Je ne sais pas si le praticien vous fait sécher, pas sécher, ça dépend de chacun, de chaque cabinet. On sèche bien pendant 10 secondes, attend que ce soit bien figé. Et ensuite, on photopolymérise, comme on dit, minimum 20 secondes. Après, vous verrez les données du fabricant. Mais dans ces cas-là, avec système automordançant, on ne met pas d'etching auparavant. Bien marqué, système automordançant, pas d'etching, système avec mordançage, un peu d'etching. Et puis est arrivé de Suisse des nouveaux adhésifs. Et en fait, il y a des nouveaux adhésifs qu'on appelle universels. Je ne sais pas si vous avez vu Scotch-Bond universel, l'adhèse universelle, peut-être qu'on vous les fait commander ou pas. En fait, ces adhésifs, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ils réunissent les deux types d'adhésifs. Ils marchent avec mordançage et ils marchent sans mordançage. Donc ça, c'est hyper important pour vous, pour le praticien, parce qu'en fait, ces adhésifs, on va pouvoir les mordancer sur les mailles auparavant. On va les mordancer une trentaine de secondes juste sur les marges gémellaires. On va rincer, on va sécher, et on va pouvoir appliquer l'adhésif directement. Donc en fait, sur les mailles, on aura mordancé, on sera comme un adhésif avec mordançage et rinçage. Et sur la dentine, on aura un système automordançant, d'où moins de sensibilité souvent post-opératoire. Donc voilà, là on met en place, le praticien met en place l'etching de façon sélective, ou pas. Il rince, il sèche. Il utilise son petit adhésif. Il sèche progressivement une fois qu'il l'a mis. Toujours sécher l'adhésif après. N'oubliez pas, toujours sécher l'adhésif. On photopolymérise pendant 20 secondes. Et il est prêt à faire son soin. Les adhésifs, vous les rangez où? Une fois que vous avez fini le soin? Dans le tiroir? Vous savez que ça stocke dans un frigidaire normalement? Je ne le dis pas, on fait tous les erreurs, mais n'hésitez pas à stocker les composites et autres dans les endroits réfrigérés. Vous leur dites, entre les bouteilles de champagne et la bière, il y aura sûrement la place pour stocker l'adhésif. Sur tous vos produits, en particulier les boîtes, vous avez aussi la température de conservation. Vous avez une petite courbe où c'est marqué entre quelle et quelle température il faut conserver. Donc n'hésitez pas à montrer aussi aux praticiens, vous voyez, ça se met dessus. Un adhésif, qu'est-ce que c'est? C'est de la vinaigrette. Donc ça veut dire qu'il y a de l'huile et du vinaigre. Donc ça veut dire que ce n'est pas miscible. Qu'est-ce que vous faites avant d'utiliser un adhésif? Avant d'ouvrir le flacon? Toujours secouer le flacon. On homogénéise le produit afin qu'il se soit réparti, qu'il ait une meilleure adhérence. Donc vraiment très important, on le secoue bien. Les dates de péremption. Il y a eu des cabinets qui ont été contrôlés par la direction des fraudes des consommations où ils ont fait ouvrir tous les stocks, ils ont regardé les dates de péremption. Donc nous, praticiens, c'est vrai qu'on regarde pratiquement jamais, moi le premier. Donc c'est vrai qu'heureusement, vous êtes là à nous dire, voilà, attention, là on a dépassé la limite, il faut qu'on jette, il faut qu'on change, etc.
Donc comme on disait, ce petit adhésif, il faut le secouer, bien l'homogénéiser, rendre cette vinaigrette miscible, mélanger l'huile et le vinaigre. Ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si la vidéo passe, oui, vous la voyez. Voilà, donc vraiment, ne pas hésiter, avant l'ouverture, de bien le secouer. Si vous n'aimez pas ça, il y a quelque chose de mieux. Est-ce que vous utilisez des unidoses? Non, ça vous dit rien? Alors, le praticien va dire, ouais, c'est beaucoup plus cher que le flacon. Ils sont tous peints dans les dentistes. Non, non, c'est trop cher. Alors, détrompez-vous, on a fait un calcul. Les unidoses, vous avez une microbroche livrée avec. C'est un par patient. Franchement, c'est propre. C'est génial parce que vous n'avez pas de problème de traçabilité. Le produit se périme beaucoup moins qu'au bout de 2-3 mois. Donc, franchement, passez aux unidoses. Après, de manière écologique, c'est vrai qu'on génère quand même beaucoup de déchets. Donc là, il y en a encore en plus. Ça, c'est encore un autre problème. Mais privilégiez les unidoses. Dites à votre praticien, même si sur le catalogue GACD, Méga ou je sais pas quoi, ça a l'air plus cher, au final, ce sera le même prix et sûrement le collage sera bien efficace. Aussi efficace. Il y a quand même des praticiens qui utilisent des unidoses. Non? Si, parfait. Sachant que vous avez certains adhésifs, ça c'est au praticien de le voir. Pour ceux qui font du collage intraradiculaire, qui ne font peu d'inécor, mais des remontées, des tenons fibrés, comme on dit, ou foulés, vous avez des petits adhésifs, bon, je ne vais pas citer une marque du Liechtenstein, qui a des microbroches spécifiques pour aller dans les racines. Et il n'y a que dans les unidoses, vous avez ça. Donc, différentes unidoses pour différentes applications, différentes microbroches aussi. Bien dire au praticien qu'il peut choisir, vous avez différentes marques, tailles, en fonction de la situation clinique. On a parlé un peu d'adhésif. Comment on le fait durcir l'adhésif? Avec une lampe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs de composite qui en fait sont dus à la rétraction. On va voir un peu ce que c'est. Et en fait, vous avez des décollements ou des fractures. Le praticien qui colle un composite et Madame Michu qui revient 2 jours après. Ça s'est décollé. Ça vous arrive ou pas? Non? Ça peut arriver. Dans ces cas-là, peut-être aussi un problème au niveau de la photopolymérisation. Qu'est-ce que c'est que la photopolymérisation? C'est juste de l'énergie qu'on transmet, c'est de la lumière pour augmenter le taux de prise de polymérisation. Ça, c'est les preuves un peu scientifiques pour dire ouais, plus on met de lumière, plus ça va durcir, mieux ça va être. Mais en fait, c'est juste pour vous dire qu'aussi la qualité de la photopolymérisation, ça dépendait de ça, de votre fibre. Donc en fait, de la tête de la lampe. Est-ce que vous la nettoyez? Est-ce que le praticien pense à la nettoyer? Oui? C'est vrai? Vous n'avez jamais de déchets? Vous n'avez jamais de déchets, vous n'avez jamais de morceaux d'adhésif qui traînent là? Attention, c'est que vous êtes parfait, c'est nous en province, on n'est pas aussi bon. Hein. Non, tout ça pour vous dire qu'il faut toujours vérifier juste la propreté de la lampe, le dire au praticien. Et un petit truc sur les anciennes lampes, s'il y en a qui utilisent encore des lampes halogènes, avant vous pouvez aller voir un opticien qui vous passait la fibre, qui vous la polissait pour avoir vraiment une fibre qui soit toujours propre. Après, on va vous montrer ça. Moi, je suis plutôt partisan de mettre un revêtement sur la lampe, plus propre quand même, pouvoir changer, même si c'est jetable, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, donc on a vu un petit peu tout. Maintenant, on va parler des composites en eux-mêmes. Quels sont? Il y a différents tas. Vous allez vous dire, oh là là, il recommence avec ces matériaux, qu'est-ce qu'ils nous ont mis celui-là? Mais bon, on va juste voir rapidement ensemble pour comprendre un peu pourquoi ils se comportent tous de façon différente. Donc on a 3 grandes familles qui sont plus ou moins chargées. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un composite? C'est une mélasse avec différentes tailles de charge. Vous avez les composites classiques de restauration, ceux qu'on utilise quand on fait une carie, quand on fait un angle de devant. Ça, c'est un peu ceux qui sont classiques. Vous avez vu que vous avez des composites fluides. Le praticien utilise vous utilisez des composites fluides aussi, le praticien utilise quand il fait une restauration composite ou un léger peut-être scellement de sillon ou autre. C'est juste parce qu'il est un peu moins chargé. Là, vous avez des nouveaux composites qu'on appelle les bulk. Ça veut dire quelque chose? En fait, c'est des composites qui se rétractent moins et on peut les mettre en épaisseur plus importante. Ça peut être pas mal quand on a des grandes restaurations où on doit remonter on doit avoir une certaine épaisseur pour éviter d'attendre tous les 2 mm, photopolymériser, 2 mm, un incrément, oblique, etc. Nous, les dentistes, on est très feignants, on aime bien remonter tout d'un coup. Donc, ils sont peu chargés, ils ont plusieurs viscosités, vous avez dans différentes marques. Vous avez ce qu'on appelle les composites de collage, ou tout simplement les colles. Vous faites du collage, j'imagine, vos praticiens font des onlay, ils font pas que de l'onlay en or à Paris, non. On fait aussi un peu d'onlay céramique, composite. Qu'est-ce que c'est qu'une colle? En fait, c'est comme un composite. Sauf que souvent, le composite va être en prise duale. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez activer, mélanger les deux tubes,
Ça va commencer à prendre une initiation chimique, et par-dessus, vous venez faire une initiation photo. Voilà. Il y a des fonds de cavité un peu spécifiques, ça c'était la société de Nasply, les SDR. Vous avez des composites avec des cheveux, c'est rare, je ne sais pas si vous le connaissez, les composites avec des fibres dedans, où en fait ça permet, quand on a fait une petite contention, ou quand vous avez une dent qui a une fêlure, de l'utiliser. Bon, c'est pas hyper... c'est rare. Ou s'il y en a qui font du Cerex, ça vous dit quelque chose, le coloriage, le maquillage. Ça peut être du composite aussi, pas forcément des morceaux de céramique. Donc là, on peut utiliser des composites colorés, ou même s'il y en a qui sont fous, une fois qu'on a fait le sillon, qu'on a fini la dent, pour être encore plus beau, on met un fond brun comme une fausse carie, et le patient, il n'est pas content, mais par contre, la prochaine fois, vous pourrez lui faire un silent. Enfin bon. Vous savez qu'il y a plusieurs teintes. Vous savez qu'on a un teintier un peu universel, le Vitapan A1, A2, A3, etc. Ça, c'est un peu le gold standard. Maintenant, on commence à avoir, je ne sais pas si certains praticiens vous, des teintiers personnalisés, où en fait, avec différents incréments de chaque famille de composites, il a une teinte spécifique en fonction du composite qu'il va utiliser. Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, de toute façon, c'est juste, voilà. C'est beaucoup pour la restauration postérieure. On les enlève, on les remet. Vous voyez, c'est tout beau, on est content. Le patient... La patiente, en l'occurrence, avait un plombage et est repartie avec un composite. Elle est très contente. On a ensuite les composites qui sont un peu plus compliqués. Ce n'est pas les teintes A1, A2, A3. Vous avez Dentine, et Dentine Mark. Vous avez les Light, le Dark Enamel, Light Dentine. Donc ça, c'est les composites qu'on appelle un peu plus experts pour faire des belles restaurations antérieures où on fait des angles, une fois que c'est cassé, pour avoir différentes teintes. Comme vous le savez, la dent, ce n'est pas une seule teinte. On a tout un enchevêtrement. Ça va? Je vous ai bien saoulé avec tout ça ou pas? Non? On a aussi les composites flots, ce qu'on appelle les composites fluides. Alors ça, souvent, une fois qu'on a fini, on a mis l'adhésif, on a une grosse cavité, on met un fond composite flow, et souvent le praticien, il vous demande une sonde ou quelque chose pour étaler. Ça, c'est juste, en fait, une fois qu'on a toute notre dentine qui a été exposée, mise avec l'adhésif, on va recouvrir d'un composite fluide qui va faire amortisseur, qui va permettre d'avoir une étanchéité vraiment de la dent. Donc ça, c'est un composite qui est un peu spécifique. On a pour les bulks, on doit faire du volume important. Vous voyez, c'était pas dans le bon sens. Donc une fois qu'on a traité la carie, le composite, et en fait, on a protégé avec ce composite fluide. Alors moi, depuis que je suis étudiant, on me dit toujours les composites, faire hyper attention, ça se rétracte. Vous avez déjà entendu ça? Ça se rétracte. Est-ce que quand vous faites un composite avec votre praticien, vous avez déjà vu le composite, il commençait à devenir tout rikiki? Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu. Hein. Non? Moi, j'ai toujours entendu ça. On me dit, ouais, il faut faire attention, où on met la lampe, on a une rétraction des composites. Et ben, pour une fois, on va voir ce que c'est, à quoi ça ressemble. En fait, vous avez un composite en haut, c'est dans une cartouche d'anesthésie, on le photopolymérise. Et en bas, c'est un composite qui ne se rétracte pas. Vous voyez la rétraction? À ce niveau-là, oh. C'est juste une cartouche d'anesthésie. Hein. Donc, vous voyez comme ça se rétracte, en fait? Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Quand ça se rétracte, ça tire sur les parois. On a des phénomènes hydriques qui se présentent, d'où les phénomènes de sensibilité. Donc là, vous allez dire, ouais, c'est pas inhérent de nous, de toute façon, c'est le praticien, il a qu'à bien mettre sa stratification oblique et on n'aura pas de problème. Dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est parce qu'en fait, on ne photopolymérise pas du bon côté de la dent. Il faut toujours photopolymérisé à la paroi opposée où il y a le composite. Parce qu'en fait, on est dans son sens de contraction. Normalement, votre praticien doit le savoir, mais bon. Donc voilà, on peut utiliser des résines bulk, faut pas hésiter à le dire. Lui dire au praticien, oh, pardon, excusez-moi, je vous remets. Eh ben, j'y arrive pas. C'est moi qui vais trop vite. Excusez-moi, 2 petites secondes. On a vu. Donc, ces résines, pour contrer justement ce phénomène de rétraction, avant, on mettait un incrément flow. Un incrément 2, 3, 4, 5. Ça mettait un temps fou. Puis le praticien n'était pas forcément satisfait. Donc maintenant, nouvelle technique, on met juste ce qu'on appelle un bulk et on met dessus. Et cette photopolymérisation, justement, comment ça se passe? Vous avez toutes des lampes LED où il y a encore des lampes halogènes. Ou plasma. Vous avez eu des lampes plasma, des trucs qui vont à la vitesse de la lumière, mais en fait qui servent à rien? Non? Bon. Donc en fait, on a tout. Aujourd'hui, on va dire que la norme, c'est les lampes LED. Là, vous avez différents fabricants. Vous avez des modes dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, soft, smart, turbo, accéléré, etc. En fait, c'est juste pour voir quelle quantité de lumière vous apportez à la dent dès le début. Si vous en apportez trop ou pas assez, on va essayer de faire une contraction un peu soft, toujours en fonction de votre praticien. Par contre, je vous recommande quand même, chaque incrément de composite, photopolymérisez-le au moins 20 secondes. À 2 mm de distance au début, puis se rapprocher. Voilà. Donc on va revoir tout ça. Moi j'ai laissé la place à Marie qui va vous parler de trucs plus intéressants que moi et mon cours de matériaux sur tout ce qui est le plateau technique. Voilà. Pardon, excusez-moi.
passer à l'autre photo ou laisser ça direct? Je parle de rien là pour l'instant. Voilà, alors là, on a donc la photo d'un plateau technique complet, normalement, qu'on peut utiliser au sein de notre cabinet dentaire. Donc on a la seringue pour anesthésier, si nécessaire. On a aussi tout ce qui est etching, adhésif, microbrush, le godet, inactinique, la sableuse, les composites, la lampe photo, tous les séquenceurs et fraisiers. Voilà, toutes les spatules et instruments à sculpter et à modeler le composite, et la pince de Miller et le papier articulé. Voilà, j'ai fait un petit tour. Après, on va détailler un peu tout. Donc là, pour isoler la dent à traiter, on va utiliser des digues. Alors, elles existent bien sûr de différentes marques, de différentes épaisseurs et de différentes élasticités. Ça, bien sûr, ce sera choisi avec le praticien. On a aussi besoin d'un cadre, voilà, pour maintenir la digue, et d'un patron perforeur et d'une pince à perforer, voilà, avec les calibrages. Vos praticiens, ils mettent tous la digue? Voilà. Oui, ça va. Voilà. Les digues, elles craignent un petit peu la chaleur, donc moi je conseille je les conserve, d'ailleurs on les conserve au frais, au frigo aussi, voilà, comme l'adhésif. Voilà. Ensuite, pour maintenir cette digue, on a besoin donc pour une bonne étanchéité, on utilise des crampons ou des clampes, donc qui ont différentes formes, qui ont des codes couleurs, qui sont avec ou sans ailettes. Voilà, ça aussi, ça va être au choix du praticien. Ensuite, le rangement. Bon, on va passer d'abord au nettoyage et l'affûtage. Donc ça se passe en stérilisation. Donc le nettoyage, bien sûr, il se fera en décontamination. Bien les inspecter un par un pour voir si le produit n'est pas resté et les affûter régulièrement, pas tout le temps. Voilà. Vous les affûtez tout le temps? Moi, Est-ce que vous savez comment les affûter? Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Alors, on peut les affûter avec un card, voilà, ou avec une fraise. C'est avec une fraise qu'on peut aussi affûter. Sur turbine, vous demandez aux sur praticiens turbine, voilà. Qui prennent une fraise flamme. Et en fait, au niveau, surtout pour les antérieurs, les morts ici, il faut que ce soit toujours un petit peu aiguisé afin que ça rentre et surtout ça retienne. Vous avez déjà eu le praticien qui met le clamp, vous mettez la digue, ça saute au plafond, peut-être pas assez aiguisé. Ça s'use aussi les crampons. Hein. Il y a un moment, l'élasticité est moins bonne, ça se change malheureusement. Voilà, ouais, on surveille aussi leur usure et on les polit si nécessaire. Voilà, au niveau du stockage et de la stérilisation, on fait comme d'habitude. Voilà, vous êtes passé à autre chose. Non, continue. Ouais, je sais plus ce que je disais. Comment on les stocke? Alors, on peut les stocker donc, dans des séquenceurs. Comme ça, tout est bien rangé, chaque place. Ou alors, on peut aussi les stériliser unitairement, voilà, dans des petits sachets qu'on range aussi après dans les tiroirs, bien rangés par localisation dedans. Voilà. Donc là, on a des exemples. On voit bien qu'il y a certains crampons, donc surtout pour les molaires, qui ont des ailettes. Voilà. Certains en bas à gauche qui ont des morts. Et certains qui sont, ça j'ai oublié, certains qui sont, comment dire, Crampon à germe, vous savez, on va chercher où la dent n'est pas bien sortie. Voilà, crampon à germe, donc qui est très rond. Les morts qui rentrent un peu plus voilà, sous la comme gencive. ça, celui-là, W56. Vous avez des localisations, des noms? Vous les stérilisez unitairement chaque fois, les crampons? Vous les mettez en séquence? Unitaire, c'est mieux parce que le praticien, quand il ouvre un sachet pour reprendre un crampon sur 8, c'est quand même moins cool que restérilisé. Après, pas oublier que vous avez l'identifié. Maintenant, tout est identifié. Voilà, si besoin. Vous avez selon les localisations. Je ne sais pas si c'est le praticien qui choisit ou vous, ça dépend, mais n'oubliez pas que vous avez avec sans ailette et que vous avez surtout des localisations en postérieur, en antérieur. Une fois qu'on est fait. Donc là, on a la pose de la digue, on est bien d'accord. Donc pour la pose de la digue, on va prendre le patron perforeur et un stylo et on va procéder à la perforation calibrée pour la dent à traiter. Donc il faut bien faire attention à faire une bonne perforation et faire attention que ça ne se déchire pas tout autour. Vous utilisez des patrons? Oui.
Ça, c'est tout bête, hein, mais c'est hyper pratique. Parce que le praticien qui n'a pas le... dit ouais, il y a trop d'espace entre les deux dents, vous n'avez pas bien perforé l'endroit. Là, vous demandez à plastifier. Vous posez votre feuille de digue dessus, avec un feutre, vous mettez les points en fonction des dents, vous n'avez plus qu'à perforer. Ouais. Ça, c'est tout bête et c'est hyper utile. Avec le bon calibrage, bien sûr, sur la pince à perforer. Voilà, ensuite, moi, je vais présenter au praticien la digue, donc avec le crampon soit mis en place avant l'insertion de la bouche, soit je lui présente le crampon sur les pinces et lui posera directement sa digue en bouche. Voilà, plus la digue, bien sûr, est fine, plus elle peut se déchirer, plus elle est déchirable. Voilà, les pinces qu'on utilise sont les pinces de Brévert. Ensuite, le praticien, je lui donne le cadre et comme ça, il va pouvoir tendre la digue à l'aide de ce cadre à l'extérieur de la bouche du patient et grâce à l'aide des ergots situés sur ce cadre. Voilà. Ensuite, on va passer il faut passer du fil interdentaire, du fil dentaire ciré en interdentaire sur chaque côté. Voilà. Ensuite, le praticien va faire une ligature. Il va ligaturer avec un fil dentaire ciré où l'on aura fait un nœud. Moi, mon rôle là, ça va être de prendre la spatule de bouche et de bloquer le fil pendant que le praticien fait son serrage pour pas que ça bouge. Voilà. On peut aussi utiliser de la digue liquide ou du fil de fixation type wedget pour ça. Voilà. La digue à poser seule, c'est jamais facile. On a besoin de vous. Hein. Je ne sais pas si votre praticien ça est dépend, tout le temps ou s'il est habitué, mais on a besoin de vous, que ce soit visuellement du côté où vous êtes, pour nous aider à la mettre, que ce soit le cadre, parce que vous êtes sur une dent tout au fond, la digue elle ressort, vous avez les 4 points, vous savez plus où vous en êtes. Donc souvent, Marie, elle me met un coin, elle me met un repère au feutre avant, en disant là, c'est le maxillaire au côté nez, pour qu'on retrouve la digue une fois qu'on la déplie. On a besoin de vous aussi quand on doit faire des ligatures, on a besoin de vous pour passer le wedget, donc vraiment c'est un acte qu'on doit faire ensemble. Oui, à 4 mains, vraiment. Est-ce que j'en étais... Oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que si on utilisait un crampon à ailette, forcément on va avoir besoin de la spatule de bouche pour pouvoir l'installer correctement et pour pouvoir faire passer la digue. Voilà. Ensuite donc il existe, j'avais dit, la digue liquide qu'il faut photopolymériser. Voilà. Alors, les séquenceurs et les fraisiers. Alors pour l'ergonomie, pour la facilité au niveau de l'asté, du rangement, nous on va, voilà, pour que les fraises soient rangées dans un ordre précis et classé, on va s'inspirer, on va prendre exemple sur les photos qu'on a en stérilisation. Voilà, c'est un gain de temps pour nous, c'est un gain de temps pour le temps passé en sté, et surtout c'est vu avec le praticien, comme ça on a pour chaque séance, que ce soit de collage ou endo ou autre chose, on a des séquenceurs et des fraisiers pour chaque séance. Voilà, donc c'est très pratique et c'est un grand gain de temps d'avoir ces petites photos-là en sté pour nous les assistantes. Vos praticiens, ils utilisent des séquenceurs ? Il faut les forcer. Ouais, c'est très très pratique. Pourquoi ? Je sais que c'est des vieilles habitudes, on a beaucoup de vieilles habitudes. Vous avez un séquenceur avec les différentes fraises. En fait, c'est toujours les mêmes fraises qu'on utilise au final. Vous en êtes rendu compte, je pense. Lui dit, bon, voilà, donnez-moi les fraises que vous utilisez habituellement pour le soin. On les met dans un séquenceur, par exemple le séquenceur resto, ou le séquenceur endo, prothèse, etc. Ce séquenceur, vous lui demandez de faire une photo et de coller la photo dans la sté. Comme ça, vous avez fini là, que vous remettez les fraises. Vous avez toujours les fraises qu'il utilise à chaque fois, comme ça vous savez les remettre. Pour stériliser, emballer, c'est beaucoup plus simple et un peu plus propre que, je sais, on serre le tiroir, on prend une fraise, on l'a tous fait, hein, mais ne pas hésiter, même pour vous, je pense que c'est aussi un gain de temps en termes de stérilisation et de nettoyage. Vous avez un visuel qui est plus simple, et surtout quand vous débarrassez le plateau, on met tout sur le fraisier et on met tout à désinfecter. Donc moi je trouve que c'est quand même plus simple, plus ergonomique, que ce soit pour le praticien pour les assistants. C'est très très pratique. Alors bien sûr, ces séquenceurs et son fraisier sont emballés individuellement. On en laisse quelques-uns à disposition pour en avoir toujours en stock. Voilà, on contrôle aussi bien sûr l'efficacité, l'usure des fraises diamantées, de tout ce qu'on peut utiliser en genre de fraises. Et on surveille bien et on renouvelle, on gère bien le stock aussi pour toujours en avoir à disposition. Voilà, idem pour le séquenceur de polissage. Voilà. Ensuite, on va passer à la préparation, donc au micro-sablage.
Donc le praticien a préparé sa cavité, on passe au micro-sablage, il va appliquer le sable donc, sur la cavité, le sable à base d'oxyde d'alumine. Voilà, comment on va travailler sous digue, bien sûr, on va approcher l'aspiration au plus près de la cavité et de la sableuse pour éviter les projections de sable. On doit bien sûr porter des lunettes de protection. Ensuite, il y a du rinçage et du séchage tout de suite si nécessaire. Voilà. Vos praticiens, est-ce qu'ils sablent? Jamais? C'est rare, ça, je pense. Hein. Enfin, non, pardon. Est-ce qu'il y en a qui sablent pas du tout, il y en a qui sablent un peu ou pas? Ceux qui sablent, il faut toujours préférentiellement utiliser une sableuse humide. Il y en a qui utilisent juste une sableuse juste comme ça, sans eau. C'est une question de toxicité, puisque l'oxyde d'alumine, vous savez que c'est pas toujours très bien. Donc l'eau, en fait, piège les molécules d'oxyde d'alumine qui partent en aspiration. Enfin, pour ceux qui utilisent, vous voyez la différence, à partir du moment où on a mis sous digue, il y a des petites colorations, de petites taches, quand on nettoie, c'est déjà beau. Par contre, le sablage ne veut pas dire d'utilisation de l'air max, du polissage après des artrages. Vous savez, les aéropolisseurs, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même granulométrie. Et surtout, vous allez, avec les aéropolisseurs, vous allez mettre de la glycine sur les dents, et là, vous ne pouvez pas du tout coller. Donc, dites bien au praticien s'il veut essayer, c'est vraiment du sablage, du micro-sablage avec des sables spécifiques. Avec l'oxyde d'alumine, hein. Voilà, bien précisé. Ok. Bon, il y a aussi le nettoyage de la micro-sableuse, bien sûr. Il y a l'embout qui se démonte, et puis passage de lingette et séchage. Alors vous avez la partie bleue derrière là, qui s'enlève, qui se dévisse complètement. Voilà, c'est un pot qu'on referme, c'est là où est gardé l'oxyde d'alumine. Il faut enlever le petit embout métallique et alors là vraiment passer du temps à bien sécher, qu'il n'y ait plus aucune trace d'eau ni de sable dans le rondoflex. Voilà, dans la micro-sableuse. Alors ensuite, moi donc pour faire barrière à la salive et éviter les obturations débordantes, le praticien il peut avoir besoin de mettre en place des matrices. Alors elles peuvent être à usage unique, elles peuvent être en métal, en plastique, ou bien on peut aussi utiliser du téflon. Et pour bloquer cette matrice, on utilise donc des coins interdentaires qui peuvent être en matière bois, plastique et de différentes tailles. Et on utilise aussi un anneau pour sertir tout ça. Voilà. Pour moi c'est bon. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Dr. Vouzin. Alors pour le mordançage ou etching, il en existe deux différents. Donc on utilise le bleu, l'acide orthophosphorique, sur les dents naturelles, que le praticien pose donc sur la surface à traiter. Il attend donc 15 secondes pour la dentine et 30 secondes pour l'émail. Alors comme on travaille sous digue, bien sûr, moi mon rôle ça va être d'enlever la crépine de la pompe à salive et de m'approcher au plus près donc de la cavité et de l'etching. J'aspire donc un maximum de produit et ensuite le praticien va rincer à grande eau, beaucoup de rinçage et un bon séchage. Voilà. Ensuite on utilise donc l'autre etching, le jaune, l'acide fluorhydrique. Alors ça s'utilise sur les préparations en céramique avant collage et surtout en dehors de la bouche du patient. Voilà, par exemple, là on a un exemple. Donc on va passer l'acide fluo sur la pièce prothétique. Ensuite on va poser un silane, voilà, qui sera bien dépoli. On pose le silane et ensuite on va sécher, un très bon séchage. Pour ceux qui font beaucoup de collage, les vitraux céramiques, l'IMAX, vous êtes habitué à ce genre de situation. Le prothésiste vous envoie une pièce en céramique à coller. On ne peut pas la coller directement, il faut faire souvent un traitement de surface. On utilise de l'acide fluorhydrique, donc le jaune, hyper corrosif. On n'a pas le droit de l'aspirer, de le lancer dans la plomberie. Vous saviez ça? Non. La société Ivoclar, qui est un grand distributeur à part Ultradent, est censé nous donner, il y a un sable neutralisant, je ne me rappelle plus du nom, mais il ne le donne jamais, personne n'utilise. Donc pour éviter que ça parte dans la canalisation, parce que c'est hyper corrosif, hein, vous faites ça, au bout de 5 ans, vous avez l'évier, vous avez complètement corrodé. Ce qu'on fait, c'est que nous, on met des lingettes, on rince, on sèche dessus, on les enferme dedans, refermés, et à la poubelle. Parce qu'il faut vraiment le neutraliser, parce que c'est un acide qui est assez puissant. Portez des lunettes. Ah oui, portez les lunettes, bien sûr. Et vous voyez qu'une fois qu'on a mis l'acide, vous voyez comme c'est blanc crayeux la pièce, c'est-à-dire qu'on a bien attaqué, bien déminéralisé la surface, on applique le silane et on fait chauffer. Et on fait sécher. Et on fait sécher, oui. 3 minutes.
Voilà, alors là, on va passer donc à l'adhésif ou le bonding. Donc la première des choses, le docteur Houdin l'a déjà rappelé, mais bien sûr, il se conserve au réfrigérateur et il se sort que quelques minutes avant l'application en bouche. Voilà, donc il se présente sous forme de flacon ou sous forme d'unidose, comme il vous a montré tout à l'heure, qui est beaucoup plus simple à l'utilisation. Donc on va avoir besoin bien sûr de micro-brushes qui existent en tailles différentes, des fines, des régulares ou des larges. Tout dépend du choix du praticien ou de la taille de la cavité. Voilà, bien sûr, cette micro-broche, elle est changée à chaque passage dans la cavité. À chaque fois que le praticien va en poser donc, dans sa cavité, on la change obligatoirement, on jette l'ancienne. Voilà, donc après mon rôle, ça va être de secouer le flacon d'adhésif et d'en déposer dans le godet inactinique, qui est là sur votre droite, que j'ouvre et que je referme à chaque passage de la micro-broche. Voilà, pour éviter que le produit s'évapore ou ne sèche. Voilà, et si on utilise de l'adhésif en unidose, là c'est beaucoup plus simple, on a juste à appuyer et activer le produit à la demande du praticien quand il le désire. Et on lui présente. Voilà, et un bon séchage de 20 secondes. Voilà, ensuite on est donc sur la photo, donc là aussi c'est notre rôle. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Désolée, je suis un peu éparpillée. Ouais, donc la lampe photopolymérisée, on l'habille d'un film protecteur. Voilà, comme vous expliquiez tout à l'heure, le docteur Houdin, c'est beaucoup plus simple. On l'enfile sur la lampe et on le change à chaque séance, à chaque patient, ou s'il est souillé par le sang. Voilà, on porte bien sûr une paire de lunettes de protection. Et on vérifie bien et on règle bien le mode de la lampe photo selon la demande du praticien et selon la marque de la lampe. Et bien sûr, il est nécessaire de vérifier la propreté et nettoyer la lentille optique de cette dernière. Ensuite, on photopolymérise pendant 20 secondes, à distance d'abord, puis on se rapproche. Voilà. On va passer au composite. Donc là, pour la mise en œuvre et le choix du composite, donc le praticien il a pris la teinte du matériau, bien sûr, avec un teintier en tout début de séance avec le patient. Donc sur ces indications, après son choix, je prépare le composite qui peut se présenter sous forme de seringue, sous forme de tube, en capsule, en compule. Les compules, elles nécessitent l'utilisation d'un pistolet pour l'injecter. Et on peut aussi, donc ça c'était pour le format des composites, et on peut aussi mettre, alors c'est pareil, ça c'est à la demande du praticien, mettre certains composites dans le réchauffeur, voilà, pour qu'ils soient plus maëllables et faciles à travailler. Voilà, ensuite on va tenir à disposition les différents instruments à sculpter, à modeler le composite qu'on aura préparé avec le praticien à l'avance. Je lui présenterai donc à chaque fois qu'il en aura besoin, et surtout ce qu'on fait nous, c'est qu'on imbibe une compresse d'alcool. Comme ça, à chaque passage, pendant le modelage, le praticien pourra essuyer sa spatule pour pas qu'elle ne colle à chaque passage du matériau en bouche. Voilà, j'espère que j'ai assez... Vous avez le praticien, à chaque fois, au bout d'un moment, il y a le composite qui colle à la spatule, non ? Jamais ? Surtout sur le métal, voilà. Même si on a des trucs spécifiques en titane, en etc., au bout d'un moment, il y a toujours un peu de composite qui reste. Une petite compresse imbibée d'alcool, vous passez sur la spatule, il ne collera plus. Soit sinon vous lui dites qu'il a toujours un peu de reste d'adhésif, qu'il utilise la micro-broche qui réimbibe pour fouler le composite si ça se colle tout. Voilà, mais pas hésiter à passer un petit peu. Alors juste un aparté, on a vu aussi le composite, on va le stratifier, etc. Vous savez qu'aussi on peut donc le coller, on rajoute l'adhésif sur la dent, mettre la colle et photopolymériser. Est-ce que vous savez, on a la digue, vous savez qu'on utilise de plus en plus de téflon, ça vous dit quelque chose ? Le téflon, vous l'utilisez, les praticiens l'utilisent. Vous savez qu'en France c'est autorisé, ça s'appelle du PTFE, ça peut être un jour plus autorisé. Juste un petit truc, vous savez que vous pouvez couper des morceaux et les stériliser. Si votre praticien veut absolument, c'est très propre. Utilisez aussi pour les puits, ceux qui font de la prothèse implantaire, les puits implantaux, vous mettez dedans directement, il les retrouvera. C'est un matériau, rien ne colle, c'est ça qui est génial, c'est hyper étanche. Et ensuite, si votre praticien, vous savez, dès que vous découpez, ça vole, c'est pas hyper agréable à manipuler, il faut se mouiller un petit peu les doigts. Vous verrez, ça marchera encore mieux. Donc une fois qu'on a collé, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on va passer à la séance du polissage. Donc on va préparer bien sûr les nécessaires, les séquenceurs
qu'on a vu auparavant pour le polissage, avec différentes fraises, des fraises à polir, des disques, des cupules et souvent une brossette. Voilà. Ensuite, on va présenter aux praticiens le papier d'occlusion posé sur la pince de Miller, le papier à articuler, pardon. Il en existe de différentes épaisseurs, ça c'est au choix du praticien. Voilà. Ensuite, il procède au premier polissage. Ensuite, il dépose donc la ligature, le crampon, la digue, tout ça bien sûr avec les instruments, la pince, tout ce que je vais lui présenter pour l'utilité de déposer tout ça. Et on va bien sûr contrôler l'occlusion, faire des réglages si nécessaire. Et on va passer pour le dernier polissage la petite brossette imprégnée d'une pâte à polir pour qu'il y ait un effet de brillance et un polissage parfait. Voilà. Bien sûr, après, on va faire rincer la bouche au patient. Et voilà, pour moi, j'ai tout dit. Rien de nouveau, j'imagine. Un geste classique, vous avez toute l'habitude de faire. Juste pour... on va avancer. Il y a d'autres applications, les composites, c'est pas juste ça. Vous savez que vous pouvez temporiser, pour ceux qui font beaucoup d'onlay ou d'inlay, vous avez ce qu'on appelle des composites mous, qu'on appelle le clip de chez Voco ou le Telio inlay ou onlay chez Evoclar. C'est des composites qu'on prend, tout mou, on met sur la dent, on sculpte, on photopolymérise en temporisation. Je ne sais pas si vos praticiens utilisent ça. Vous leur dites, s'ils n'arrivent pas à le décoller, il faut passer de la salive avant ou un peu de glycérine avant de le coller, ça ne collera pas quand il enlèvera la sonde. Voilà, donc ça fait partie d'autres utilisations des composites. Vous avez aussi de plus en plus maintenant les résines composites qui sont utilisées pour les provisoires. Vous savez, tous les gros pistolets, les gros tubes qu'on utilise, qui sont souvent en cartouche. Vous avez les ProTemp, Luxatemp, etc. Ça, c'est du composite. Ça veut dire que ça peut se durcir. Ça veut dire que vous pouvez lui donner du composite fluide pour faire des ajouts, etc. Donc ça fait partie aussi de notre arsenal. On a aussi donc comme on a vu, on a les cols. On a différentes colles. Là, on a utilisé pour les facettes provisoires. Donc c'est toujours du composite. C'est vraiment quelque chose qui reste important. Moi, je voulais juste revenir parce qu'en fait, on parle beaucoup de colle, mais il faut, pour que vous compreniez, que le praticien surtout comprenne, c'est qu'on a différentes familles de colles. Est-ce que vous saviez qu'en fait, toutes les colles ne se ressemblent pas? Il y en a certaines où on utilise un traitement de surface, de l'etching, de l'acide fluorhydrique. Il y en a d'autres qu'on n'utilise pas du tout. Donc la première, c'est les composites de collage. C'est ceux qu'on utilise pour coller la céramique. On fait ce qu'on a dit, acide fluorhydrique sur la pièce prothétique, le silane, etc. Et sur la dent, etching adhésif. Et notre liant sera le composite. On a des colles un petit peu complexes, qui sont là depuis très longtemps, mais que les praticiens n'aiment pas. Le Superbond, ça vous dit quelque chose? Le Panavia, pour ceux qui collent du métal, par exemple. Le Superbond, c'est une très vieille colle, mais c'est une des colles les plus efficaces. Vous avez tout je vous conseille de garder surtout la petite fiche plastifiée qui vous donne l'ordre. Vous avez tout d'abord à mettre du monomère, 4 gouttes, une goutte d'activateur. Vous avez un monomère activé qui fait promoteur d'adhésion. Et vous avez ensuite une cuillère. Ça, c'est un dosage très spécifique de colle, mais c'est une des colles qui colle le mieux, qui résiste le plus longtemps, pour ceux qui font des attelles ou des bridges collés. Ça se conserve absolument, et surtout le godet, au frais. Vous avez un indicateur de température. Voilà. Donc, ne pas utiliser. Et vous avez des colles auto-adhésives. Oh, génial. On arrive, on enlève le truc, on met la colle, hop, emballé, c'est roulé. C'était comme le ciment, en fait. Vraiment la même utilisation, mais ça décolle, c'est un peu plus de rétention. Donc vraiment le collage c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus en semi-direct. Vous avez vu, on fait beaucoup d'inlay. Là on a besoin de vous. Moi, après m'avoir assisté pour la photopolymérisation, on met un gel de glycérine, vous savez, pour avoir un meilleur joint. Et surtout moi j'ai besoin de Marie dans ces cas-là aussi pour me dire si j'ai oublié certains endroits, j'ai des excès, les retirer. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire ensemble. Donc je vais aller vite parce que je sais que vous avez faim. Donc on a vu tout ceci, on a différents composites. Pour les composites de reconstitution, vous faites des tenons fibrés. C'est du composite qu'on injecte. Là, il faut photopolymériser longtemps, au moins 2 minutes. Il ne faut pas hésiter. Dites à votre praticien, si c'est pas trop comment faire, vous avez des coffrets. Sur les produits, le praticien, il choisit, il a ses habitudes, mais vous êtes là aussi pour l'aider, lui dire, voilà, j'aimerais bien qu'on achète ce coffret-là parce que tout est réuni, il y a tout qui est séquencé, je n'ai pas à aller à chercher dans différents endroits. Donc franchement, n'hésitez pas à lui donner votre avis, lui dire, moi j'aimerais bien qu'on voit ça. Celle qui, je sais que vous êtes très forte en maquillage, mais vous savez qu'on utilise beaucoup, nous, du maquillage de surface pour faire des provisoires. C'est plus sympa quand le patient, au lieu de repartir avec ça, il repart avec quelque chose qui est un peu plus personnalisé. Parce qu'une fois qu'on lui a préparé des facettes ou des dents antérieures, c'est quand même plus sympa qu'il puisse sourire.
Donc voilà, juste moi je reprends très rapidement pour vous. Quand on colle, on fait du collage indirect, on n'oublie pas qu'il faut nettoyer la pièce prothétique à l'alcool ou à NaOCl, ou ça votre praticien il le fait tout le temps. Quand ça sort du labo, il ne faut pas hésiter à redésinfecter. Quand on utilise des composites, quand vous avez collé des onlets composites ou des restaurations indirectes en composite, il faut le faire sabler. On a un aspect blanc, on applique du silane, comme on a vu. On prépare la dent, on photopolymérise. Donc, et ensuite, on met la colle et on assemble. Donc rien de compliqué. Mais dire qu'on a besoin de vous, on est ensemble pour le faire. Pour les pièces en céramique, on va en reparler. C'est l'acide fluorhydrique, toujours pareil. On nettoie la dent, on va la sécher, c'est photopolymériser. Si c'est pas blanc crayeux partout, il faut passer de l'acide orthophosphorique. Ne pas hésiter à le dire à votre praticien, même s'il sait qu'il sait tout faire. Ne pas hésiter à lui dire. Injecter avec les pinceaux pour le silane, tout ceci. Ça, c'est quelque chose qui est codifié et qui doit être toujours reproductible avec vous et les praticiens. Ça, c'est quelque chose qui faut être ancré. Donc, Marie va vous dévoiler des petits trucs en plus qu'on utilise. Vous avez à peu près encore 5 minutes pour avoir 5 minutes de questions. Hein. Minimum 5 minutes de questions. Vous présentez une activité, le mode de faire ensemble, non vous... On a une vidéo, mais ça va durer 1 heure. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui, mais... Ça 5 minutes. On est perdu, c'est moi. Désolé, je ne sais pas si... Non, prenez votre temps, hein, il reste 10 minutes, moins 5, disons, pour les questions, ça doit aller très très bien. Ces étapes cliniques, vous les faites tout ensemble avec le praticien ou non? C'est quelque chose qui est facile pour vous, reproductible, il n'y a pas de problème? Non? Il n'y a jamais de stress, voilà. Ah oui, j'allais dire, il se met pas. Il se met au fur et à mesure, d'accord. Donc, bien sûr, pour les petits plus, on va donc ne pas sortir et ouvrir à l'avance les produits en flacon, les composites, les adhésifs et les composites, bien sûr, pour éviter que les solvants s'évaporent. On doit bien sûr imprégner au dernier moment la microbrush, hein, c'est ça. Et on referme bien les flacons, ben ça encore une fois. C'est très important pour éviter que le produit s'évapore. Le port des lunettes de protection, il est obligatoire. De toute manière, il est obligatoire tout le temps. Et on peut aussi, ça c'est un petit plus, on peut poser un peu de vaseline autour du trou qui sera fait dans la digue pour une meilleure insertion et pour que ça glisse. Ensuite, donc, la petite compresse imbibée d'alcool, ça pour essuyer toutes les spatules. Et pas de crépines sur les aspirations sous digue. Bien sûr, enlever tous les embouts, enlever les crépines. Voilà. Ça, vous pensez, quand vous êtes sous digue, enlever la crépine? L'etching, c'est... D'abord, on aspire l'etching, après, on le rince et on le sèche. Parce que si, avec l'état d'etching, on rince, on sèche tout de suite, ça va partir dans tous les sens. Ouais. Moi, je reviens surtout les lunettes de protection. Indispensable. Que ce soit pour le praticien ou pour vous, hein, pour les deux. Pas seulement au moment du collage, lorsque vous êtes sur une cavité, des amalgames que vous déposez, il y a des petits bouts qui partent, ça peut dans les yeux, c'est quand même assez préjudiciable. Donc vraiment, partez par une lunette de protection. Vous ne regardez jamais la lampe à photopolymérisée, ou de façon indirecte en tout cas. Vous avez des lunettes spécifiques pour les lampes à photopolymérisées orange. C'est pas glamour, mais c'est quand même important. Ensuite, comme on disait, les unidoses, moi je vous le redis, c'est dites à votre praticien, pour vous c'est vraiment une unidose par patient ou même voire plus, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a pas de problème de péremption, le produit s'évapore moins, enfin c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Les modes d'emploi, comme on disait, les garder, les laisser au maximum avec les produits. Vous savez, c'est tous ces petits modes d'emploi qui ont été faits étapes simplifiées, c'est vraiment spécifique à la France en plus, hein, il n'y a pas dans d'autres pays où vraiment les industriels nous ont fait des petits modes d'emploi spécifiques. Donc gardez-les pour que le praticien il sache quel temps d'application, de séchage, ça c'est indispensable. Moi, pour rationaliser l'acte, je trouve que les séquenceurs, je m'y cours. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, de plus ergonomique et de plus propre. On a différents séquenceurs au cabinet, ça c'était avant qu'on fasse les travaux. Ouais. Donc on a des fraisiers pour les préparations.
Vous avez pour la resto, vous avez pour les préparations de onlay, préparation de facettes. Et en fait, il y a les références à chaque fois en dessous en petit. Si on doit recommander, dans l'armoire à fraises, vous avez tout. Vraiment, moi je vous encourage à faire ça. Que même soit si vous devez faire des tenons fibrés ou ce genre de choses, de l'endo, il faudrait rationaliser l'acte au maximum. Pour le plateau technique, avoir ce qu'il y a de plus simple. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui utilisent des tubs? Moi, je suis aussi pour. Parce que ce soit pour le praticien ou pour l'assistante, vous avez tout qui est réuni à un endroit, on prend, on remet, on range. Ça ne repart pas dans tous les sens, vous ne passez pas votre vie à ouvrir les tiroirs, à savoir où c'est, où on a oublié. Donc c'est vraiment encourager vos praticiens à passer sur ça. De toute façon, c'est dans l'air du temps, on rationalise l'acte, on a tout pour un acte, vous repartez avec tout et surtout ça se stérilise plus facilement. Moi, je demande toujours à ce qu'on vérifie bien, parce qu'on a toujours des petites gouttes d'eau qui restent sur les seringues. Vérifiez bien, ou sinon, dès que vous soufflez, d'abord soufflez sur la main pour voir qu'il n'y a pas d'humidité. N'hésitez pas à demander à votre praticien souvent d'acheter les mêmes produits dans les mêmes marques. C'est tout bête, mais souvent c'est plus simple. Parce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on avait des problèmes de compatibilité entre les composites et les adhésifs dans les marques différentes. Donc faites bien attention. Si votre praticien il y a des échecs et autres, vérifiez, demandez-lui, dites-lui que vous préférez, achetez-vous la même marque. N'hésitez pas à solliciter le commercial. 3 minutes, c'est ça, 5 minutes. J'ai fini. N'hésitez pas à appeler les commerciaux, voir les offres qu'ils vous font. De toute façon, les composites, ils vous en font. Enfin, tout ça pour dire, c'est que l'acte, on a besoin de vous, on doit être à 4 mains. Moi, je ne peux pas coller seul. Surtout que maintenant, de plus en plus, quand on a des grosses pièces prothétiques, des facettes, on utilise 2 lampes. Donc, il faut qu'on soit vraiment à 4 mains. Et c'est indispensable. Voilà. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez des questions ou c'était clair, pas clair, ou on vous a rien appris peut-être? Désolé parce que vous étiez déjà formé au collage. Voilà, juste dire à quel point votre présentation m'a intéressé, parce que vous présentez absolument tout ce qu'il y a, c'est remarquable. Mais j'aimerais quelques minutes pour les questions quand même, ce serait dommage. Formidable. Alors, dans la salle, oui, posez des questions s'il vous plaît. Pour un composite. Attendez, il n'y a pas un micro? Merci. Je voulais savoir, pour ce type de protocole, la séance, elle dure combien pour le patient? Pour un protocole de collage ou un protocole de composite? Tout compris, bien évidemment. Alors en fait, ça dépend de l'acte. On va dire la restauration, admettons, sur un 3 faces, par exemple. Alors 3 faces, moi j'ai un exercice un peu particulier. 3 faces, je fais pratiquement que de l'indirect. Parce que les volumes à respecter... Enfin, moi je sculpte pas bien, je suis pas fort, donc je préfère laisser le prothésiste le faire. Il faut compter au moins 3/4 d'heure. Voilà. Après, on peut descendre à une demi-heure quand ça va très vite sur une dent qui est simple, avec peu de points de contact quand on doit assembler. Après, je sais pas... Je pense pas être sur une référence en la matière, donc je sais pas le temps qu'il faut, mais je pense que quand le temps de mettre le champ opératoire d'être bien, il faut pouvoir se concentrer, qu'on soit tous les deux au fauteuil. Donc je pense que 40 minutes, c'est un minimum. Voilà. Après, ça dépend des praticiens. Oui, question? Oui, là-bas. Quelle est l'incidence de la mise en place ou de la non mise en place de la digue dans le collage ou dans le composite? Ça, c'est une question de praticien d'habitude. Vous avez entièrement raison. Alors, est-ce que c'est un intérêt ou pas? Moi, je vois plusieurs intérêts. La cavité buccale, c'est 90% d'humidité. L'adhésif, les composites, c'est hydrophobe. Donc déjà, ça ne matche pas. Quand je suis surtout au niveau mandibulaire, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir avoir mon temps, prendre mon temps, qu'il n'y ait pas la langue qui remonte, qu'il n'y ait pas les cotons à salivaire qui arrivent, ou que tous les 10 secondes, ou que les 30 ou 40 secondes, le patient, par réflexe, m'envoie une vague de salive sur mon composite. Donc, moi, je préfère que ce soit ça. Après, il a été démontré dans la littérature que la digue influençait le collage en termes de longévité sur le joint adhésif qui serait moins impacté, premièrement. Deuxièmement, en endo, ne pas oublier que la digue, c'est un champ qui permet de ne pas inhaler d'instruments. Donc en endo, c'est quand même indispensable. Alors je ne sais pas si les praticiens la mettent en resto, moi je la mets quasiment tout le temps, sauf dans des cas où j'arrive pas, où le patient veut s'étouffer. Ne pas hésiter à dire qu'au patient qui peut respirer par le nez, voilà, c'est une gymnastique à faire. Ça a quand même une influence, moi déjà c'est une influence pour moi, pour mon assistante, on est plus tranquille, on est plus zen. Le patient, comme il est tendu avec la digue, il peut légèrement fermer, il est habitué.
Des patients qui disent oui, je suis claustrophobe, c'est pas possible. Ils le disent tous et au final, ils s'y habituent tous. Et en fait, moi, j'ai que des bons retours. Parce que sinon, on passe notre temps à leur écarter la bouche. Voilà, moi je pense surtout du confort, et comme ça a été montré scientifiquement, vous avez quand même un meilleur collage parce qu'il y a moins moins d'eau, moins de salive qui passe au travers. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui. C'est bon. Ah, excusez-moi. Je voulais savoir, quand vous faites les comblements de puits de vissage, quand vous les fermez, vous utilisez l'étching jaune? Bonne question. Alors, donc, une fois qu'on a vissé, je mets du téflon. Oui. Souvent, vous avez une embase intérieure métallique. Vous êtes d'accord? Et par-dessus, il y a de la céramique. Alors, déjà, il faut demander au prothésiste, votre dentiste doit savoir quel type de céramique c'est. Zircone, ça vous dit quelque chose? La zircone, je vous dis tout de suite, n'utilisez pas l'acide fluorhydrique, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est une céramique qui est très dure, ça ne marche pas. Moi, souvent, c'est de la céramique un peu cosmétique, surtout au maxillaire. Je mets de l'etching, justement, de l'acide fluorhydrique. Il ne faut pas le dire parce que normalement, on n'a pas le droit d'utiliser en bouche. Donc, c'est pour ça que je mets bien sous digue. Un peu d'etching pendant 20 secondes au niveau céramique. On aspire, on rince, on sèche. J'applique mon adhésif et je stratifie comme avant. L'etching jaune? L'etching jaune, hein, l'acide fluorhydrique, pas l'etching bleu. Et forcément sous digue? Pardon? Forcément sous digue. Micro. Je pense, oui, sous digue, obligatoirement. D'accord. Enfin, là, c'est pour pas que le patient avale de l'etching. D'accord. Il y a aussi ça. Juste une petite question, s'il vous plaît, sur les reconstitutions en tenons fibrés. Vous dites que vous polymérisez pendant 2 minutes? Oui, 120 secondes au minimum, ouais. Mais vous laissez pas prendre quelques minutes avant, vous polymérisez tout de suite? Non, en fait, le composite que vous utilisez dans ces cas-là, c'est un composite de reconstitution qui est dual. C'est des grosses cartouches, vous avez 2 tubes. Donc en fait, une fois que vous commencez à injecter, le composite commence à prendre, il fait sa chémo-initiation. Grosso modo, il est en train de durcir. Sauf que vous pouvez le laisser comme ça, vous revenez dans 2 jours, il n'a pas encore durci. Donc en fait, on augmente sa phase de polymérisation, son durcissement, par la lampe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le composite au niveau coronaire qu'on voit, lui, va être durci par la lampe. Par contre, celui au niveau de la racine, lui, la lumière ne pénétrera jamais, donc lui, il va juste prendre par effet chimique. Donc en fait, sur les 2 minutes, sur entre 120 et 180 secondes, on fait 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, sur toutes les phases de la dent. Parce qu'en plus, sur ce type de reconstitution, vous avez grosso modo au niveau physique, vous avez une rétraction qui est énorme du composite. C'est pour ça qu'on est obligé de le photopolymériser longtemps pour qu'il durcisse. Oui, mais il ne faut pas justement attendre un petit peu avant de polymériser pour éviter la rétraction? Alors, pour avoir travaillé beaucoup dessus, ça n'apporte rien du tout d'attendre. Au contraire. Donc, ça, je vous dis plus au niveau scientifique, parce qu'on a travaillé dessus en biomatériaux, et ça, c'est juste un petit plus, vous pouvez photopolymériser tout de suite. Par contre, si vous avez des décollements, ça peut arriver, vous avez le tenon et le morceau de composite qui arrive au bout d'un moment quand il enlève la provisoire, le praticien, non? Je ne sais pas, ça vous est arrivé ou pas? Non, aucune. Souvent, c'est parce qu'en fait, la résine qu'on utilise, c'est du composite aussi. Donc, composite sur composite, ça durcit. Un gène de glycérine, ou si ça se décolle tout le temps, l'indication n'était peut-être pas bien posée par le praticien. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Autre question. Écoutez, parce que c'est remarquable d'avoir une telle quantité d'informations et vous, une telle connaissance vraiment des collages, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, moi, ce qui me manque, il faudra que vous nous passiez votre film à une autre séance. Hein. Moi, j'aimerais bien voir ça en pratique. Ça, c'est magnifique, non? Hein, je crois que vraiment. Merci à tous, mais c'est toujours pareil. On est 2 à faire l'acte et on est à 4 mains. Voilà, ça c'est vraiment indispensable. Merci. J'ai une question. Pour l'adhésif qu'on doit conserver au frais, du coup, vous avez votre frigo dans votre cabinet, je suppose? Alors non, Alors, moi je suis très chiant, je le dis franchement. Donc en fait, on a une stérilisation centrale entre les cabinets, et moi j'ai la chance d'avoir la partie réfrigérateur collée à mon cabinet. Sinon, ce que vous demandez à votre praticien d'acheter des petits frigos de bar d'hôtel. Ben oui, on va faire ça. C'est génial. Le frigo est en salle de repos, donc. Nous, le frigo, il est dans la sté. Je stocke tous les. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de la diapo. On stocke les colles, les digues, l'adhésif, l'hypochlorite.
Sur tous les produits, la plupart du temps, vous avez, comme je disais, une petite courbe avec la température de conservation. Donc vous le mettez, c'est vous qui décidez. Enfin, même si le praticien n'est pas d'accord, vous dites attendez, c'est marqué noir sur blanc. Voilà. Donc oui, le frigidaire est à côté. Au pire, ce que vous faites, vous sortez l'adhésif le matin et vous le remettez le soir. C'est Pardon ? ce que j'allais vous demander, ouais. De quoi ? Pour mettre nos produits ? Nos boissons, Mais vous savez, nous dans le sud, on boit tout chaud. Hein. Alors oui, on a un frigidaire qui est relativement important. Après, pour dire la vérité, entre chaque patient, on ne remet pas tout au frigo. On le sort. Enfin, normalement, je devrais pas le dire, mais on va dire dans la vie courante, pour vous, c'est pas possible. Vous sortez à l'avance et vous le remettez. Par contre, tout ce qu'on stocke, toutes les colles, moi, elles sont sorties pour chaque acte, elles sont remises au frigidaire. L'adhésif, lui, il traîne plus dans les tubs. En plus, moi, j'ai beaucoup de sortes d'adhésifs. J'utilise beaucoup d'unidoses et Marie, au bout de quelques actes, remet des unidoses qu'elle récupère au réfrigérateur. Donc, après, moi, je suis là pour vous donner ce qui se passe, mais je vous dis honnêtement au cabinet, oui, on sort le matin et on le remet le soir. Je suis désolé, on n'arrive pas à être... Il y a un moment, on ne passe pas votre temps à courir, je vais chercher l'unidose. Voilà. Le problème de la conservation au réfrigérateur, c'est quand vous avez des flacons, c'est au bout de 2-3 mois qu'ils s'usent très, très rapidement. Nous, on fait pas mal de collage, donc en fait, ça, on a un débit qui nous permet aussi de ne pas avoir trop ce problème-là. Mais moi, je vous encourage à vraiment conserver au maximum au réfrigérateur, digue, hypochlorite. Enfin, c'est marqué sur les produits et vous en serez que rassurés. Voilà. Autre question ? Justement, par rapport à votre organisation, est-ce que vous sortez tout un protocole c'est Marie, ton ? Oui. Voilà. Pour chaque patient. Comment vous faites en avance ? Vous faites votre planning de la journée, il est. Oui, il est. C'est comment tu prépares C'est des plateaux toutes les demi-heures, 3/4 d'heure comment ? Demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça peut prendre comme rendez-vous. On a des codes couleurs en fait à chaque prise de rendez-vous. Voilà. Donc je sais à l'avance que je vais devoir préparer ou pas. D'accord. Mais en fait, tu n'es qu'au fauteuil, tu n'es pas ailleurs. Je suis au fauteuil, à l'accueil. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est Shiva. Elle court, elle est partout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ce que je m'expliquais. Attendez. C'est clair. Alors attendez. Parce qu'au fauteuil, hein. Moi, vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous les praticiens, on est de plus en plus flemmards. C'est vous qui faites tout. Non, mais enfin, je le reconnais, moi le premier. Hein. Vous êtes des superwoman en termes d'organisation parce qu'il faut gérer la stérilisation, la gestion des patients, le planning, le fauteuil, etc. Voilà. Souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on utilise les tubs et en fait, vous avez sur le planning, vous avez les couleurs par acte, donc les composites. Bon, après, moi, je mets du temps, 30, 45, 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Si je commence avec 5 minutes de retard, c'est pas trop grave. Après, je suis rarement en retard. Ça permet aussi d'avoir une gestion de planning qui est plus simple. Le problème, souvent, dans les plannings souvent surchargés, c'est la gestion des urgences. Je pense que ça, premièrement, ça vous prend du temps au téléphone. Le mec a mal, mais il veut venir. De toute façon, nous, dans le Sud, on a un credo. Hein. L'urgence qui appelle à 17h, c'est pas une vraie urgence qui sort de la plage. Donc déjà, ça rectifie. Ce que je veux dire, c'est que les codes couleurs, le tub, c'est une certaine couleur. Sur le planning, elle voit que ça apparaît. Dans le tub, j'ai tous les composites, les adhésifs, etc. Moi, comme je fais beaucoup de collage, dans mes tiroirs, j'ai tous les clamps. De quoi les cassettes pour poser la digue. Ce qui fait qu'on sort un peu plus au fur et à mesure. On sort selon le praticien. Mais après, c'est une gymnastique à prendre. Je ne sais pas quoi vous dire, dans le sens où nous, maintenant, on est habitués. Malheureusement, c'est devenu facile pour nous. Enfin, je ne dis pas facile pour Marie, mais c'est ancré dans la gestion du cabinet. Après, là, on a refait des travaux d'ergonomie. La sté centrale, pour les 2 cabinets, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, pour vraiment avoir quelque chose de plus simple. Après, je pense que de temps en temps, il faut s'asseoir avec votre praticien, lui dire voilà, j'ai besoin pour gagner du temps qu'on fasse ça, ça et ça. Je pense que c'est important que vous lui en parliez parce que si vous gagnez du temps, lui il va en gagner aussi. Voilà. Donc, et le bien-être du cabinet passe aussi par là. Voilà. Moi, vous voyez, avec Marie, on a pratiquement le même âge. On comprend sur beaucoup de choses. Je sais que de certains cabinets, vous avez des écarts d'âge et surtout les habitudes des praticiens, elles sont difficiles à changer. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur dire, voilà, aujourd'hui quand on fait un composite, docteur, moi 1/4 d'heure, ça ne me suffit pas pour tout vous préparer. Voilà. J'ai pas d'autres
remarque à dire, mais il faut vraiment que vous puissiez en parler à votre praticien si vous avez un problème de temps. Le composite, déjà, c'est des micro-incréments, donc ça met du temps, le temps de mettre la digue, de mettre une matrice, etc. Il faut mettre un peu de temps. Et au bout d'un moment, quand tout le monde sera rodé, vous irez plus vite, certes, mais il y a un pli à prendre au début où il faut perdre du temps pour en gagner après. Ah, ça c'est très compliqué. Dommage. Une deuxième assistante. Non, mais on est deux praticiens. On est deux praticiens, donc il y a deux assistantes. Ah oui, tout bien à fait. sûr. Alors, oui, en fait, ce qui se passe, c'est selon les actes. Il y a un acte, par exemple, quand je suis en train de mettre une digue ou autre, quand on est au début, on va dire, de la mise en place du champ opératoire et respiration sur la cavité, là, on va dire que Marie reste beaucoup avec moi au fauteuil. Après, si j'ai mon associé en train de faire un détartrage, notre autre assistante peut décrocher le téléphone. Le problème, c'est l'accueil du patient, parce qu'en fait, moi, je veux voir qui arrive. Alors, je vous dis d'expérience personnelle, moi, je veux voir qui arrive au cabinet parce qu'on a été cambriolé. Donc, je suis désolé, on a plein d'ouvertures automatiques et il faut. Moi, j'ai envie de voir qui arrive au cabinet. Donc, c'est vrai qu'on demande, on a mis des caméras pourtant, mais on demande à voir, même pour l'accueil physique du patient, vous allez bien, mais. Voilà. Après, nous, vous savez, on a des petites surfaces, on n'a pas les surfaces parisiennes, donc on arrive vite d'une pièce à l'autre. Mais selon le critère, c'est qu'il n'y en a pas, parce qu'au bout d'un moment, à force on travaille depuis longtemps ensemble, elle connaît, elle sait les étapes cruciales où elle peut partir et pas partir, et décrocher le téléphone. Après, le téléphone, c'est une plaie. Je sais. Enfin, voilà. Moi, j'avais proposé à un moment qu'on achète un casque pour décrocher, mais parler en même temps qu'on est avec un autre patient, on en a parlé, c'est pas top. Faut que votre praticien comprenne qu'il y a des moments où vous pouvez rester au fauteuil et des moments où vous pouvez pas tout faire. Ça, c'est, comme je dis, il faut en discuter. Les réunions mensuelles dans tout le cabinet, c'est important. Voilà. Alors voilà, moi je sais que quand mon associé fait de la chirurgie, ils mettent le répondeur, il n'y a pas de patient qui appelle. Et souvent la porte est fermée à clé. Voilà. Le patient, on peut le rappeler. Voilà. Moi, oui, c'est sûr. Autre question? Oui. Allez, la dernière, là, c'est magnifique. OK? Allez, va. Bravo. Merci bravo. encore. Merci. Bravo.